Bonsoir à tous. Il y a encore quelques chaises, je pense. Il y en a devant. Voilà, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Biette, directeur départemental d'Ouest France. Bonsoir. Cette rencontre s'inscrit dans une longue lignée d'auditions de la délégation Nouveaux Médias, Nouveaux Réseaux Numériques, animée par Pierre. Nous avons déjà ainsi parlé de télévision, de médias spécialisés, d'aménagement numérique du territoire, d'open data. Au travers de toutes ces éditions, en fait, notre objectif est double. D'une part, essayer de discerner les évolutions d'un paysage médiatique bien secoué par les effets des nouveaux outils numériques, et particulièrement d'Internet. Et d'autre part, de tenter de repérer les tendances de fond et de porter l'idée auprès des élus que la question de l'information, de sa production et de sa circulation est tout à fait vitale pour le territoire. Plus globalement, nous voulons porter l'idée que le monde numérique qui est en train d'émerger ne relève pas du gadget ou des effets de mode, mais qu'il induit des changements sociaux importants et surtout qu'il efface nos repères traditionnels sans que les nouveaux soient clairement définis ou appréhendés. Notre mission est aujourd'hui d'élaborer des propositions pour le nouveau projet du territoire à 2030 et nous souhaitons que cette thématique soit intégrée dans la prospective territoriale dans le cadre de ce nouveau projet. Dans cet esprit, et s'agissant plus spécifiquement de l'information, il paraissait indispensable d'entendre ceux qu'on appelle les grands médias, ou que d'autres appellent les médias traditionnels. Évidemment, Ouest France est incontournable ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à son directeur de venir parmi nous. Nous souhaitons savoir où en est Ouest France aujourd'hui, quels sont ses projets et ses perspectives, et surtout comment le groupe compte-t-il s'adapter à cette nouvelle carte médiatique qui voit apparaître de nouveaux modes de s'informer, particulièrement pour les plus jeunes, les réseaux sociaux, les blogs, les web TV, les médias dits contributifs. Nous souhaitons bien sûr avoir le point de vue d'Ouest France, mais aussi celui du journaliste. Les questions sont très nombreuses. Comment les médias participent-ils à l'identité, à l'attractivité d'un territoire ? Personnellement, je suis assez convaincu qu'un territoire sans médias importants a une faiblesse. Deuxièmement, quel est le statut de l'information aujourd'hui ? Si l'on considère que ce n'est pas un produit tout à fait comme les autres, comment doit-elle être traitée ? Est-elle réservée aux professionnels ? Ou sommes-nous tous journalistes, comme le proclament aujourd'hui ceux qui font émerger les nouveaux médias ? Peut-on dessiner les premiers contours d'un paysage médiatique à l'horizon 2030 ? Ça, c'est ambitieux, mais Jean-Marie a peut-être des choses à nous dire de ce point de vue-là. Autant de questions donc lourdes sur lesquelles nous souhaitons débattre avec Jean-Marie Biette. Je le remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Je vais passer la parole à Pierre qui va nous présenter peut-être un petit peu plus notre intervenant. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci d'être là, merci à Jean-Marie d'avoir accepté notre invitation. Donc, juste pour vous donner un peu le cadre de la soirée, du début de soirée, rassurez-vous. Comme d'habitude, on passe une première partie de ce moment à écouter Jean-Marie Biette, et puis une deuxième partie qui sera plus sous forme d'échange entre la salle et donc notre intervenant de ce soir. Alors, Jean-Marie Biette, avec quelques grands axes à préparer pour ce soir, évidemment, qu'est-ce que l'entreprise Ouest France, qui est souvent une grande nébuleuse, comment se projette un acteur majeur de l'APQR dans l'avenir, avec les nouveaux réseaux numériques qui se développent. Mais je voulais entamer, et Jean-Marie, en toute humilité, n'y avait pas pensé, par présenter un petit peu le personnage, parce qu'on est tous en droit de se poser la question, comment devient-on directeur départemental de Ouest France, et ton parcours en plus est plutôt atypique, ce qui me semblait un peu intéressant de souligner. Oui, alors bonsoir déjà. Comment devient-on directeur départemental de Ouest France ? Il y a beaucoup de hasard. C'est vrai que mon parcours n'est pas exactement celui de mes collègues. J'étais pas totalement destiné à faire de la presse. J'ai une passion depuis tout petit que je partageais avec mon père, parce qu'il est décédé, c'est la mer et la navigation. Mon père était avocat à Nantes, et après mon bac, je lui ai dit que mes études, a priori, je les voyais plus océaniques qu'autre chose.
et contre une vague promesse de reprendre des études de droit si je demandais un franc pour exister. Mais en fait, j'en ai fait mon métier pendant 6-7 ans, à peu près 7 ans. Donc skipper, quelques courses de bateau avec Loïc Perron, Mike Burch, des gens... pour Loïc toujours connu, Mike Burch un peu moins. Et puis par le hasard de pas mal de choses, j'ai commencé à faire des piges radio pendant des courses. Et puis après, je suis tombé sur... j'ai été accueilli par la jeune et sympathique et dynamique équipe d'une toute nouvelle radio à Nantes qui s'appelle Loire FM. Il y a d'ailleurs Vincent Brault qui est là et qui était là à l'époque. Et voilà, on a fait de la radio dite libre à l'époque ou privée. C'était en fait la radio en gros du journal Presse Océan. Et ensuite c'était un parcours un petit peu au hasard. Je faisais pas mal de piges pour des journaux comme le Journal du Dimanche ou le Figaro pour la Voile. Et puis après je suis allé dans un tout petit journal à Lorient, mais c'était une expérience tout à fait sympathique qui s'appelait La Liberté de Morbihan, qui était anciennement un journal du soir. Je suis allé quand c'était un journal du matin et disons-le qu'on sentait que on était plus proche de la fin que du début. Mais c'était une belle expérience. Et ensuite, toujours avec Vincent Brault, qui est dans la salle, je suis passé au journal L'Éclair, qui était un journal frère, on va dire, de Presse Océan. Donc quelques pages étaient différentes à Saint-Nazaire, puis à Nantes, et puis après je suis passé à Presse Océan. Et ensuite, il y a eu une première occasion pour moi manquée, de rapprochement nécessaire au niveau industriel et économique entre pour faire court, les journaux de la Loire, Presse Océan, le Courrier de l'Ouest et le Maine Libre et Ouest France. Ça n'a pas fonctionné, c'était fin 1999 et à ce moment-là, je suis passé à Ouest France et je vais faire rapide. Je suis allé à Saint-Nazaire, j'étais chef de la rédaction de Saint-Nazaire, après j'ai été chef de la rédaction de Rennes, et au bout d'un an et demi, on m'a demandé de venir ici. Je pense que ma connaissance ancienne de Presse Océan a beaucoup plus joué que mon talent pour cette nomination à Nantes comme directeur départemental, et ça fait 6 ans que je suis là, voilà. Et en tout cas, c'est un attachement à la presse locale, globalement, qui se traduit à travers ton parcours, et à la mer, on l'a compris. Tu pourrais peut-être pas t'aurais peut-être pas eu l'envie d'avoir le même poste dans un journal dans le centre de la France, loin des côtes. Ah non, ça, s'il n'y a pas la mer à 50 km, oui, c'est totalement exclu, oui. Donc Ouest France, et puis je te laisse la parole pour nous présenter cette belle entreprise. Alors là, je fais passer quelques diapos que j'ai récupérés, et puis j'en passerai après sur le numérique. On pourra y revenir si vous avez des questions plus précises. Je vais peut-être, pendant mon propos introductif, vous laisser avec... Souvent, on nous demande c'est quoi le groupe SIPA Ouest France. Je suis pas sûr que vous voyez très bien, je pourrais y revenir, mais en tout cas, on arrive à voir à peu près. Et ça, c'est des documents qu'on passe pas forcément partout, donc ça peut être intéressant. Donc, de ce que m'a dit Pierre, on allait en premier lieu parler du numérique. Et ensuite élargir à toutes les questions que vous souhaiterez. On nous demande fréquemment, et vraiment, surtout les jeunes, si le journal Ouest France a peur d'Internet. On a l'impression qu'on n'est pas très, très forcément actif dans ce domaine. Et si on a peur, pour parler clair, de la mort du journal papier. Et ça, c'est quand même une thématique qui revient fréquemment, à la radio, sur les sites internet. On évoque la mort du journal papier. Alors moi, je trouve que la question est évidemment légitime, mais pour être sincère, je ne suis pas certain qu'elle soit bien posée. Et en tout cas, d'après moi, elle l'est de manière un peu incomplète. Je m'explique. Sincèrement, et ça ne va pas être long, mais la première et la question primordiale, pour moi, c'est quand même de savoir ce que... Je parle pour Ouest France, mais ça peut être évidemment vrai pour d'autres journaux papier. Ce que nous, journalistes à Ouest France, c'est un peu savoir pourquoi en fait on exerce notre métier, dans quel but et avec quelle mission. Parce que notre métier, il n'est pas d'être imprimeur. Enfin, moi, je me sens pas... je suis pas imprimeur, je suis pas vendeur de papier, je suis journaliste. Donc, j'allais dire, l'émetteur, c'est la forme. La forme d'émission,
que ce soit le papier, que ce soit des ondes, que ce soit des réseaux numériques, c'est la forme. Le fond, c'est quand même ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de revenir un petit peu sur les fondamentaux pour savoir après, on va mieux comprendre où est-ce qu'on veut aller. Dans le cas d'Ouest France, le but, il est relativement simple, hein, c'est évidemment d'informer les habitants du Grand Ouest, sans faire de prêche, ce qu'on nous reproche de temps à autre, mais de défendre des valeurs essentielles qui, quand on regarde les dépêches AFP tous les jours ou les fils info, bah, c'est des valeurs quand même qui peuvent avoir un petit parfum suranné, mais qui sont évidemment importantes pour notre bonheur. C'est la liberté et c'est la justice. C'est aussi de faire vivre le débat démocratique local. On s'est senti un peu seul d'ailleurs pendant les cantonales, pour être clair. On a remarqué que là, on était vraiment seul à donner la parole aux gens, à pas participer au débat ambiant. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne change rien. C'est un peu dommage. Il y a aussi des gens qui se battent pour avoir le droit de voter. D'informer le plus complètement possible dans le respect de la personne. Je m'arrêterai là sur le côté, sur les missions d'Ouest France, mais je crois que c'est la question essentielle. C'est la question de fond. Alors la forme, on va y venir, parce qu'évidemment c'est important. C'est vrai que depuis sa création, Ouest France a informé sur du papier journal. Depuis quelques années, on le fait partiellement, mais on le fait aussi sur des réseaux numériques. Je vais vous épargner l'étape du Minitel, mais qui a duré quand même... qui a duré assez longtemps et qui était... Enfin, moi, j'y ai pas participé, mais était beaucoup plus simple parce qu'économiquement, c'était un vrai jackpot. Internet, c'est gratuit, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour nous, Internet, c'est en aucun cas un danger. Et c'est pas une formule, une petite phrase. C'est réellement une occasion supplémentaire d'informer, une occasion qu'il convient de saisir. Simplement, et Philippe en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de difficultés d'informer à travers Internet. Et notamment, faut pas se cacher derrière son petit doigt, le problème, c'est la recherche d'un bon modèle économique. Pour l'instant, soyons clairs, personne dans les grands, entre guillemets, médias traditionnels, personne ne l'a trouvé. Beaucoup nous reprochent d'être trop timorés sur Internet. Alors c'est vrai que quand... a priori, Ouest France, on fonce pas sur les nouvelles technologies. Quand il y a un nouvel iPad, un nouvel iPhone, une nouvelle tablette qui sort, on n'est pas les premiers à foncer tête baissée pour créer des applications, faire du buzz dans les cénacles en vue. C'est pas notre marque de fabrique. En revanche, on travaille de manière méthodique, un peu paysanne, pour notamment construire notre filiale multimédia, Ouest France Multimédia. Et Ouest France Multimédia, mine de rien, c'est une société qui représente aujourd'hui 60 salariés pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Ça commence déjà à être l'équivalent de petits journaux. Et en plus, c'est une entreprise qui est économiquement saine. C'est-à-dire que contrairement à des filiales, pour être clair, par exemple, Le Monde a une filiale qui s'appelle Le Poste. C'est très connu, ça fait du buzz, mais ça perd beaucoup d'argent. Et il y a déjà des conflits sociaux et des problèmes avec des CDD qui, il y a peu de temps, ont manifesté pour tenter d'être incorporés à l'équipe. Donc l'idée, c'est de construire du durable de manière un peu méthodique et pas se lancer vraiment tête baissée dans tout ce qui est nouveau. Alors, pourquoi être économiquement viable ? Tout bêtement pour rester indépendant des grands groupes industriels ou financiers, donc de rester toujours dans l'épure économique. Parce que c'est un petit peu le paradoxe, on nous voit toujours comme un gros méchant ogre qui avale quelques hebdos par-ci, des journaux par-là. Certes, sauf que avec le Télégramme de Brest et quelques autres journaux, mais très peu, on n'appartient pas à un grand groupe de BTP ou à un groupe qui... On n'a rien contre. On sait simplement que l'indépendance, a priori, ça passe par
un actionnariat qui soit beaucoup plus tourné vers la presse ou pas d'actionnariat du tout, ce qui est notre cas. Alors maintenant, je vais vous présenter Ouest France Multimédia en quelques slides que j'ai préparés. Alors c'est du Mac et nous on est passé malheureusement sur PC depuis très longtemps, mais je devrais y arriver. Enfin je devrais, oui, si tout se passe bien. Tac, tac, tac. Voilà, je vais en bas. Et tac. Et voilà, formidable. Donc, Ouest France Multimédia. Je vous ai donné le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. Alors, le problème avec les visites, avant que vous me posiez la question, parce que dans le monde de l'Internet, il y a trois manières de compter. Et tout le monde confond allègrement, donc on compare jamais ce qui est comparable. Là, je vais vous parler en visites par mois, mais il y a également les visiteurs uniques par mois, et il y a également le nombre de pages vues. J'ai les chiffres, donc si vous voulez des équivalences, il n'y aura pas de problème. On est leader de la presse régionale, enfin je le croyais jusqu'à ce que Pierre m'ait envoyé un mail hier, où nous étions second, mais je me suis dit, que se passe-t-il? En fait, c'était le Parisien aujourd'hui, en France, qui était devant. Le présenter comme un quotidien régional est peut-être... Enfin, aujourd'hui en France, ça a quand même un côté national qui est indéniable. Mais pourquoi pas? Bon, c'est pas gênant. Donc 18,3 millions de visites par mois. Ça nous place, on va dire par exemple les groupes comme Le Monde ou Le Figaro, c'est globalement 30 millions, 30-35 millions. Donc on est à peu près à la moitié, en sachant que nous on est grand comme le Benelux, la zone ouest. J'avais un slide tout à l'heure. Donc c'est quand même pas mal. Parce qu'évidemment, là, il y a une notion de territoire. C'est-à-dire qu'on est à Lyon, a priori, si on veut savoir ce qui se passe au Japon ou ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on va plus facilement voir Le Monde ou Le Figaro ou Libé que Ouest France. Sauf si ses parents sont nés à Saint-Herblain, mais c'est pas la majorité du genre. Alors en quelques chiffres, ça je vous l'ai déjà donné, donc 60 salariés. Des CDI, pas des CDD, il y en a, mais ils sont pas comptés dedans. Donc pour un chiffre d'affaires assez conséquent, qui est avant tout obtenu sur les secteurs de petites annonces, qui sont devenues gratuites, mais il y a des services premium, il y a pas mal de choses dessus, qui font que ça permet une certaine rentabilité. Les services d'info, l'info, il y a de la publicité, mais c'est pas encore, c'est encore dans des chiffres qui sont à peu près 10 fois moindres que ceux de la presse écrite. Donc ça reste des volumes assez faibles. Alors on a plusieurs sites. Donc il y a le site ouestfrance.fr, qui est, on va dire, qui est un site d'information pure. Dans le sens où il n'y a pas on met pas les programmes télé, on met pas, j'en sais rien, moi, le cinéma, les critiques des restaurants, les choses comme ça. Et là, on est donc à 10,3 millions de visites, dont 5,6 de visiteurs uniques. C'est assez intéressant de voir ça, parce que ça montre, souvent on parle du danger de cannibalisation du papier par le site internet. Ben là on voit en fait que les gens ils viennent pas souvent sur notre site, ils viennent en moyenne 2-3 fois par mois. Il n'y a qu'un tout petit noyau dur qui vient tous les jours et qui à la limite lui abandonne le papier pour aller sur internet. J'ai pas les chiffres pour Ouest France, mais j'ai obtenu des chiffres, je pense, intéressants pour La Voix du Nord, donc le grand quotidien de Lille et de la région du Nord, qui, pour 3,3 millions de visites par mois, compte 30 000 visiteurs quotidiens. C'est-à-dire des gens qui viennent vraiment tous les jours et lire régulièrement et de manière approfondie le journal. Donc vous voyez, c'est quand même très peu. Donc souvent, c'est des chiffres à avoir en tête. Alors évidemment, c'est la vérité d'un jour. Hein. Je vous dis pas que dans 2-3 ans, ça va pas évoluer. Mais Internet, c'est pas non plus tout neuf. On a quand même déjà quelques années derrière nous. Et là, pour l'instant, le risque vraiment n'existe pas vraiment. Et ce sont vraiment, nous, on sait que ce sont des gens différents. On a fait des études sur nos internautes, notamment pour westfrance.fr. Déjà, la moyenne d'âge n'est pas la même.
Alors, elle est plus élevée que pour les sites comme Ma Ville, je vais venir après, ou les sites de petites annonces, ou les sites d'emploi. Sites d'emploi, on a vraiment des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Petites annonces, l'immobilier, c'est pareil, c'est plutôt moins de 30 ans. En revanche, pour nos sites d'information, on est entre 30 et 45 ans, en sachant que la moyenne du lecteur de Ouest France est de 47 ans, et la moyenne de l'acheteur de Ouest France, qui n'est pas pareil, est de 56 ans. Donc on n'est pas non plus sur les mêmes tranches d'âge. Je continue. Alors, depuis un an, parce que nous, notre idée sur Internet, et c'est vraiment l'idée force, c'est de rester dans nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là on nous dit souvent, mais pourquoi vous visez pas plus haut par rapport au Monde, par rapport aux Parisiens, par rapport à 20 minutes, par rapport à ce que vous voulez. C'est pas notre rôle. Notre rôle, il n'est pas de conquérir je ne sais quel territoire, ça ne sert strictement à rien. On veut rester dans nos territoires, mais en revanche, y aller exactement de la même manière qu'on y est allé sur le papier, c'est-à-dire une formule toute simple, mais qui a un certain succès, c'est de la commune au monde. Et pour aller sur la commune via Internet, c'est assez compliqué. Il y a des journaux régionaux qui utilisent la formule du blog. Ça peut avoir quelques avantages. Nous, on se dit qu'on va essayer d'y aller de manière méthodique et toujours dans l'épure économique, c'est-à-dire globalement sans aucun moyen supplémentaire, voire avec quelques moyens en moins, puisque il y a eu pas mal de plans de restructuration à Ouest France. Sans suppression d'emploi, mais enfin, tous les départs en retraite n'ont pas été remplacés. Donc c'est beaucoup de travail, et il faut essayer de le faire avec beaucoup d'organisation pour ne pas perdre le niveau de qualité, on l'espère en tout cas, d'information. Et donc on a créé l'année dernière 5 pages, 5 je crois, pages locales, c'est-à-dire ce sont des pages où vous trouvez ce qu'on appelle des dernières minutes d'actualité, pour ne pas dire breaking news parce qu'on n'aime pas le franglais. Donc généralement, par exemple, sur la page de Nantes, vous en avez 7-8 par jour, avec 2-3 vidéos, des photos, des choses comme ça. Mais on se limite à ça. Il y a quelques reprises de papier, trop à mon goût. C'est-à-dire qu'il y en a 4-5. Moi, je souhaiterais qu'il n'y en ait plus du tout, parce que pour moi, c'est pas du tout le même rôle. Et c'est pareil pour Saint-Nazaire, on fait pareil pour La Baule, on fait pareil pour Châteaubriand et pour Ancenis, ce qui est compliqué parce qu'évidemment des journalistes qui sont seuls en place, mais en même temps, il faut qu'ils fassent un fil info toute la journée. Et ça demande beaucoup de réorganisation. Et on ne souhaite pas d'abord, on n'a pas les moyens, mais en plus embaucher d'autres gens. On veut vraiment être une logique bimédia. C'est-à-dire que chaque journaliste doit penser les deux choses en même temps. Pour éviter ce qui s'est passé dans d'autres journaux où, par exemple, je cite l'Équipe, où les deux rédactions quasiment se font la guerre, quoi. Et là, on arrive à des choses complètement, en termes de groupe, un peu ahurissantes. Alors, on est quand même là très content sur ce coup-là, parce que un an après, sur Nantes, c'est des chiffres au JD, donc puis de toute façon, ça ne servait à strictement rien de gonfler des chiffres, puisque l'année d'après, ça ne servirait à rien, il faudrait recontinuer. Donc ce sont des chiffres exacts. Donc Nantes, 300 000 visites par mois, pas par jour, dont 184 000 visiteurs uniques par mois. Ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas 184 000 personnes, c'est 184 000 adresses IP, donc un ordinateur, effectivement, il peut y avoir plusieurs personnes derrière. Globalement, c'est des gens de la région de Nantes. Alors, évidemment, il y a des expatriés, il y a ce qu'on veut, des Nantais, mais la grande majorité, c'est quand même ça. C'est un taux de pénétration qui est intéressant. Ça veut dire que là, on capte quand même l'attention de pas mal de gens qui ont le réflexe, quand il y a une grosse info, d'aller voir chez nous. Saint-Nazaire, donc, vous voyez derrière moi, 57 211. La Baule, c'est pas mal, 34 593. Sincèrement, il n'y a pas, là, on ne connaît pas d'autres sites qui aient autant même des sites institutionnels, des sites de ville, qui aient le même attrait. J'allais dire, en part de marché, on est bien meilleur dans les petites villes, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est exactement la même chose que sur le papier, dans les petites villes que dans les grandes villes où les gens ont d'autres manières et peut-être d'autres canaux d'information.
Juste pour rappel, l'OJD de l'année dernière, le journal papier, puis c'est comme ça qu'on dit maintenant, 115 657 exemplaires. Donc, moi, je souhaiterais plutôt maintenant qu'on échange, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées, mais j'allais dire, je préférerais être interpellé sur les fameuses applications sur les smartphones, les modèles économiques, l'avenir donc du papier. Là, il y a beaucoup de Madame Irma qui... c'est assez amusant. On voit des papiers tous les jours qui prévoient c'est un peu comme la fin du monde en 2012. On a l'impression que les Mayas sont intéressés à la presse écrite. Et donc, on nous prévoit la mort dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Aux États-Unis, il y a même des dates bien précises. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que personne ne sait. Moi, ce que je crois en tout cas, pour lancer le débat, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont vu dans la tablette l'alpha et l'oméga du futur de la presse. Moi, je pense que c'est encore un outil qui ne peut pas concurrencer le papier en termes de confort, une sorte de relation charnelle. Je ne vois pas une concurrence réellement crédible avant le papier numérique. Et le papier numérique, il existe déjà. C'est qu'un avis personnel. Il existe déjà, mais il coûte cher. Et avant que ça soit développé, je pense qu'il faut encore 4-5 années. Et en tout cas, il faudrait que toutes les villes, parce que pour le reste, ce sera compliqué, mais les villes soient totalement en Bluetooth, en Wi-Fi, pour pouvoir charger les infos sans qu'il y ait de problème qu'on paye de 3G ou de choses comme ça, ou 4G qui coûtent une fortune. Donc voilà, c'est compliqué. L'avenir, personne n'arrive à bien le cerner. Mais sincèrement, la chose principale à se dire, c'est tout en gardant un modèle économique, pas oublier que si on est intéressant en informant et si on garde une ligne éditoriale qui semble claire pour les gens, c'est quand même le meilleur moyen d'y arriver. C'est pas en cherchant l'audience à tout prix tous les jours. Parce que là, très rapidement, il y a des concurrences qui naissent partout et qui seront aussi pertinentes que vous, mais pour du one-shot, comme on dit. Alors merci, moi j'aurais une première question pour te faire poursuivre un petit peu ton discours sur la question du rapport entre l'information et le territoire. Alors ça va sans doute sans dire, mais ce soir ça ira beaucoup mieux en le disant. Est-ce que l'information locale est quelque chose de primordial pour un territoire ? Les médias locaux comme Ouest France doivent-ils nécessairement exister pour qu'une démocratie fonctionne localement ou qu'un dynamisme économique, une attractivité existe ? Et j'aurais une deuxième question derrière, mais j'ai pas envie de te déconcentrer, donc je la garde pour tout à l'heure. Moi, ça serait vraiment prétentieux de dire oui, il faut un média fort pour qu'il y ait de la démocratie. On peut peut-être raisonner par l'absurde. Regardez là où, en tout cas, ce que je sais par exemple, c'est qu'ici à Nantes, on a la chance d'avoir, en dehors de tous les nouveaux médias qui sont très importants, mais on a encore la chance d'avoir, j'allais dire, de poids lourds de presse écrite. C'est très rare, hein, des villes qui ont encore 2 journaux. Vous savez que déjà Ouest France, la situation économique et sur les chiffres d'affaires, enfin, je vous le remontrerai tout à l'heure, mais un groupe qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires et qui est cette année à 29 millions de résultats, l'année dernière en perte, vous demandez à un fonds de pension américain, il vous restructure tout ça et puis il revend dans 5 ans, parce que pour lui c'est une aberration. Pour des groupes qui veulent, eux, avoir d'autres contrats avec un État, ça peut être un moyen, mais ça, c'est différent. Pour le territoire, moi, je vois des régions où la pénétration des départements du Sud, par exemple, où la pénétration des journaux est très faible. J'ai eu des témoignages, moi, de maires de petites villes qui, parce que ils n'avaient pas été amis avec tel ou tel responsable de tel ou tel journal,
qui ne voyait plus personne dans des conseils municipaux, qui ne voyait plus ses annonces passer, et là, on arrive vraiment dans des... Enfin, je trouve un problème. Là, un vrai problème démocratique. Si on présente pas les candidats tout bêtement à des cantonales, à des municipales, à des législatives, c'est pareil. C'est quand même un souci. Il n'y a pas que la politique. Les grands projets de développement. Enfin, ici, c'est votre ADN. S'il n'y a pas un peu de tam-tam médiatique pour essayer de les expliquer les plus quelquefois de manière contradictoire, par exemple pour Notre-Dame-des-Landes, mais aussi on a parlé de l'estuaire l'an passé, on parle actuellement de 2030. Bon, je pense que c'est important. Maintenant, la nature a horreur du vide et je fais confiance à tous les jeunes ou moins jeunes qui, c'est vrai, avec l'outil Internet, pas de problème, non peuvent très bien prendre ce créneau. C'est-à-dire que je pense que si nous, on ne sait pas faire notre métier d'informateur, de médias, eh bien, d'autres prendront la place. C'est presque une histoire de vie, ça. Alors les jeunes, justement, parlons-en un peu. Tu nous as dit tout à l'heure que la moyenne d'âge du lecteur de Ouest France était de 47 ans. Alors que l'acheteur sa moyenne d'âge était de 56 ans. Ça s'explique sans doute par le fait que le journal circule, oui, qu'il est donné à la fac par exemple, sur des campus. Non, on compte pas les journaux. Là-dedans, on ne compte que les journaux diffusés, payés, achetés, oui. D'accord. Alors, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. On se faisait la réflexion tout à l'heure avec Gabriel que de toute façon, a priori, les jeunes n'ont jamais été lecteurs de PQR, massivement. Oui, parce que c'est vrai, ça c'est intéressant de dire ça, parce que on a l'air aujourd'hui de dire c'est comme une vérité absolue et qui a été révélée là en ce moment avec Internet. Moi, je me souviens jeune, alors ça commence à dater, mais enfin globalement, qu'est-ce qu'on achetait? Libé, Le Monde. Et si jamais on faisait un sport, on achetait peut-être le Lundi pour voir si on avait son nom ou sa photo en train de marquer un but. Et si on avait envie d'aller au cinéma, on allait dans un café et puis on piquait Presso ou Ouest France et on regardait ce qu'il y avait au Gaumont. Mais on n'achetait absolument pas le quotidien régional. C'est pas du tout une nouveauté, hein. En revanche, ce qui est vrai, c'est que avec Internet, nous, on a un glissement assez faible, mais on a un glissement, c'est-à-dire que la moyenne d'âge de l'acheteur glisse d'une année tous les 2 ans à peu près en ce moment. Donc c'est vrai que notre moyenne d'âge d'acheteur vieillit. Pas aussi vite que les gens veulent bien le dire, mais il y a aussi un autre effet, c'est l'allongement de la durée de la vie. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnes âgées, et juste après la retraite, on aime bien avoir son journal, parce que un des vrais problèmes, on l'abordera peut-être plus tard, mais c'est que il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais finalement, moi je reçois le journal à 7h du matin, je dois partir à 7h30, jette un coup d'œil, je reviens, le soir, il y a tout, les enfants, le machin, la télé, le bidule. J'ai repéré des papiers, j'ai pas le temps de les lire, je les mets de côté, et puis je me retrouve le dimanche, j'ai 5 journaux. Il y a aussi le temps, alors le temps disponible, ça devient une réflexion un peu marquée, parce que TF1 l'a utilisé avec moins de bonheur. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de temps consacré à la lecture du journal. Nous, on a fait des études bien précises là-dessus. C'était de 20 minutes en 2000 et c'est passé un quart d'heure. Vous voyez, avec le groupe Shifted, on a lancé 20 minutes en France. Ça aurait pu s'appeler 15 minutes. Et justement, ton point de vue sur alors 2 choses, mais que les jeunes consultent beaucoup, c'est justement les gratuits, comme 20 minutes. Ouais. S'ils n'achètent pas Ouest France le matin, tous ceux qui passent par commerce ou par des grandes ou par la gare SNCF, etc., par des grands axes de passage de transport en commun, ont 20 minutes entre les mains, les 2 ou 3 pages d'informations locales en fonction des jours qu'il y a dans 20 minutes. Et parlons des autres aussi, ou direct, direct ou Nantes, métro, etc. Ouais. Premier aspect. Deuxième chose, c'est nouveaux médias contributifs qui sont nés.
alors dit-on, je suis pas spécialiste de la question, mais j'aimerais avoir ton regard là-dessus, de cette envie et de ce besoin qui progresse chez les jeunes de participer à la construction de l'information et à son partage, etc. Bah, je crois que sans faire des magots à deux balles, elle est légitime. Les journalistes, si on est mal vu, parce que je ne vais pas dire j'en fais partie, si on est mal vu, mal perçu, je crois qu'on est au niveau de la police. J'aime beaucoup les policiers, mais je sais que leur code d'amour n'est pas extraordinaire. Si on est à ce niveau-là, c'est sans doute parce que on a joué de la tour d'ivoire pendant des années. Avec un souverain mépris pour le lecteur, à qui on répondait même pas forcément s'il écrivait. Et donc tout ça, c'est sans doute resté, et arrive Internet, et arrive cette possibilité de commenter en direct beaucoup de choses. Alors quelquefois avec plus ou moins de bonheur, ça dépend des sites, ça dépend s'il y a une modération a priori ou a posteriori, enfin bon. Mais moi je trouve très intéressant que les gens puissent amener des commentaires, mais aussi des compléments d'information, parce que très souvent, alors nous on le fait pas encore, on laisse pas des forums libres. Comme d'autres journaux. On crée des forums et on lit tous les commentaires et on n'en passe que ceux qui nous paraissent qui nous semblent être dans la ligne de Ouest France, non pas en termes d'idéologie, mais en termes de respect des gens. C'est-à-dire tout ce qui est ordurier, vulgaire, on l'enlève. Et je vous promets que, baladez-vous par exemple, Le Monde est devenu, laisse librement maintenant les gens s'exprimer. Moi je trouve que ça a tout tué parce que je lis plus. Parce que s'il faut passer les 10 gardes... Alors il y a les gens payés par l'UMP, le PS, le machin, le Front National, payés ou pas payés d'ailleurs, ils sont militants. Donc on passe derrière de la mauvaise foi vraisemblable. J'ai l'impression qu'il y a des copier-coller parce qu'on les retrouve en plus sur d'autres sites. On retrouve le même commentaire sur Le Poste, sur Le Monde, sur Le Figaro, sur le machin. Donc je veux dire, ça devient un peu insupportable. Et puis quelquefois, on tombe vraiment c'est plus le café du commerce, c'est infernal. C'était mieux au temps du café du commerce. Donc l'idée pour nous, mais une fois de plus, on ne prétend pas avoir la vérité induite, hein, mais l'idée c'est plutôt de guider les gens vers un thème, et puis de laisser s'exprimer uniquement ceux qui amènent visiblement des idées, des compléments d'information, des choses comme ça. Alors, moi j'avoue que j'irai un peu plus loin. Mais je suis pas totalement majoritaire pour le moment. C'est-à-dire que je trouve très intéressant, moi, et normal que à la fin, une signature papier soit plutôt une signature mail, et que les gens puissent, derrière un papier, commenter directement, et avec des commentaires qui iraient sur... Non, ça va ? J'entendais grésiller. Qui iraient directement sur nos sites internet, mais toujours avec de la modération. Le problème de la modération, c'est que ça demande beaucoup de moyens. Parce que le modèle économique le plus simple, c'est laisser parler les gens et dire aux gens, si jamais quelque chose vous heurte, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, et puis on agit. Donc voilà. Moi, je reconnais qu'on est encore un peu timide en matière de libre expression de nos lecteurs. Mais je suis content aussi qu'on ne soit pas allé, une fois de plus, tête baissée à fond dans cette mode dont on voit bien quand même les limites sur pas mal de sites, selon moi. Je crois qu'il y avait une interpellation, non ? Oui, alors on a balayé un large champ de... Bonjour, monsieur le directeur. J'avais 2 questions à vous poser. La première, c'est en regardant le diagramme affiché, il y a Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste qui détient 99% oui. de part. Je voulais savoir quels sont ces principes. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est que le 9 mars dernier, dans cette même salle, dans le cadre de cette délégation, nous avons eu à recevoir Claire Gallon de Libertic et Xavier Crouan de Rennes, dans la métropole, oui. qui sont venus nous entretenir de l'open data. Je voulais vous interpeller en tant que spécialiste de la communication pour
pour vous demander quel regard vous portez sur cet outil. Merci. Alors, merci de votre question. Alors, première chose, ce nom un peu à rallonge, mais c'est toute l'histoire du journal qui est résumée là. Alors, en fait, cette association, c'est dans le début des années 90. À l'époque, Robert Hersant faisait peur à pas mal de monde en rachetant des journaux régionaux un petit peu partout. Et comment ça se passe un rachat? Généralement, c'est si quelqu'un décède dans la famille, eh bien, il peut y avoir d'autres actionnaires, parce que c'était généralement des familles, que ce soit au Télégramme, que ce soit au Courrier de l'Ouest, que ce soit à Ouest France, que ce soit un peu partout, ou Dépêche du Midi. Il peut y avoir des gens attirés par des offres très alléchantes. Donc, à l'époque, François-Régis Hutin, donc qui est toujours PDG du journal, mais qui était du coup PDG du conseil d'administration, parce qu'il y avait des actionnaires, a décidé que le journal allait s'auto-racheter. C'est-à-dire que le journal allait dédommager les actionnaires pour qu'ils ne soient plus actionnaires et que ça appartienne à une association, et ainsi personne ne pourrait racheter. Seul petit problème, il y avait dans l'actionnariat la famille Amaury, à qui appartient le Parisien Libéré, l'Équipe, et qui partenait à l'époque le Courrier de l'Ouest et le Maine-Libre. Et donc ils ont jugé la somme insuffisante, et il y a eu un procès qui a duré assez longtemps, et finalement la justice a donné gain de cause aux administrateurs donc, de cette association. Alors dans cette association, on retrouve en fait les mêmes membres qui étaient actionnaires, sauf qu'ils ne le sont plus. Alors vous avez Jacques Duquesne, vous avez Boissonnat, vous avez que des gens comme ça, quoi. Et en sachant que quand on est membre de cette association, on ne peut pas transmettre par héritage ou don sa place. C'est toujours de la cooptation. Donc a priori, le risque de rachat d'OPA est nul. Sauf que vous êtes indépendant si vous n'avez pas de dette. Si vous perdez de l'argent, si vous devez beaucoup d'argent aux banquiers, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, eh ben automatiquement, ils vont prendre le contrôle petit à petit de votre entreprise. En plus, il y a des banques que ça ne gêne pas du tout. Je pense à l'est de la France, il y a un groupe qui s'appelle EBRA, qui est maintenant devant nous. Ils font 1,2 million de lecteurs. Ils ont des journaux du Grand Nord au Grand Sud. Et donc voilà, nous on pense on souhaite rester indépendant. Donc l'idée, elle est à la fois d'avoir une structure, mais un modèle économique, parce qu'une fois de plus, si vous avez des dettes, vous n'êtes pas indépendant. Alors la deuxième question, c'est sur l'open data. Moi, je trouve que la ville de Rennes a eu donc Xavier Crouan, qui est parti, je crois qu'il va travailler en Île-de-France, a eu une vision. Ils sont souvent assez bons dans ces coups-là, les Rennais. A une vision assez bonne pour une ville de province, parce que ça avait déjà été fait, je crois, à Londres, et je crois dans certaines villes des États-Unis. Donc l'idée de l'open data, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est libérer les données numériques que détient la ville. Bon. Moi, j'ai un petit souci entre Rennes et Nantes. C'est que Rennes libère complètement. C'est-à-dire que vous avez envie de créer une start-up, vous voulez créer, comme ça se fait, il y a pas mal de jeunes qui font ça, créer une petite société qui va vendre des applications iPhone, ce que vous voulez, ou pour les smartphones, avec les données de la ville. Mais à Rennes, c'est gratuit. À Nantes, moi, j'ai cru lire, à moins que ça ait changé, j'ai cru lire que c'était réservé à tout le monde, gratuitement, sauf quand il y a une vocation commerciale. Et là, j'avoue que ça me gêne un petit peu, parce que moi, je suis quand même pour que les gens... pour qu'il y ait un dynamisme économique, pour qu'il y ait un dynamisme de création d'entreprises. Alors après... on pourrait dire derrière tout ça, il y a Ouest France qui veut monter des applications avec le data. Dans ce cas-là, qu'il limite la vocation commerciale à des petites structures. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être des garde-fous à trouver.
et même, d'ailleurs, je sais pas s'il faut pas laisser les gens. Enfin, je trouve que c'est une très bonne. Moi, je trouve que c'est une très très bonne initiative, même à Nantes. Je veux dire, c'est très bien parce que ça va permettre à plein de gens de trouver des applications bien intelligentes pour ça peut aller j'en sais rien moi, des transports en commun, ça peut être la circulation, ça peut être plein de trucs, de la pollution, de tout ce qu'on veut, et des gens qui peuvent avoir créé leur emploi avec ça, et c'est quand même on parle souvent des emplois qui n'existent pas pour le moment et qui existeront demain. Je crois que là c'est un mouvement qui doit être irréversible, et je trouve que c'est très bien que deux villes de l'Ouest soient allées plus rapidement que d'autres dans le reste de la France, soient allées vers ça. Alors, on va prendre une autre série de questions en vous demandant... Oui. S'il vous plaît, je voudrais juste faire le flic méchant, mais comme on essaie d'enregistrer, merci de parler dans le micro, parce que si vous ne parlez pas dans le micro, ça ne sert plus à rien. Merci Gabriel. Je voulais faire court, pardon, c'était juste pour rebondir. Oui, je disais que sur l'open data, vous abordez la question sous un angle uniquement économique, mais pas journalistique. Vous n'avez pas le sentiment que ça représente aussi un potentiel de source d'infos pour vous ? Le data journalisme ? Alors, pour être franc, oui, vous avez raison. J'ai parlé d'emploi quand même. C'est pas que de la vulgaire économie. Mais sincèrement, je suis pas assez calé sur ce que sont les données numériques des villes pour savoir ce que nous on peut en tirer journalistiquement. Sincèrement, je sais pas. On va s'y intéresser, mais je sais pas du tout. Vous avez peut-être vous des informations que là, sincèrement, je les ai pas. Mais j'ai cru comprendre, en tout cas, pour en avoir parlé avec Xavier Courant, par exemple, que pour l'instant, l'utilisation, elle était dans du service et moins dans du journalisme. Mais bon, peut-être que oui, effectivement, si pour creuser des enquêtes, on doit pouvoir... oui, mais là, j'avoue que j'y ai pas réfléchi du tout, quoi. Je vous demanderai pour la suite de vous présenter également avant d'intervenir, que autant vous savez à qui vous posez la question, autant peut-être Jean-Marie serait content de savoir qui lui pose. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Qu'on ne présente plus. Merci. Je voulais revenir sous un angle différent sur la presse écrite. Parce qu'effectivement, en Ouest-France, on pense presse écrite quotidienne, mais ainsi que ça apparaît sur le tableau, le groupe Publi Hebdo, c'est 736 000 exemplaires qui sont diffusés effectivement chaque semaine. Et autant que je le sache, ce sont des hebdos qui, pour la plupart, se portent bien. Enfin, en tous les cas, dans le département, si on prend l'exemple l'Écho de la Presqu'île, l'hebdo Sévrémen a eu un prix pour son augmentation de diffusion, etc. Donc ce sont des hebdos qui à la fois sont pas chers, qui ont évidemment le rythme hebdomadaire. Alors c'est peut-être ça le problème du quotidien, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a un problème de manque de temps par rapport au quotidien. Est-ce que, parce que je crois que c'est un vrai succès, la presse hebdomadaire écrite se porte bien, est-ce que c'est pas une question de rythme aussi, les difficultés de la presse écrite ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect lié au territoire ? Parce qu'effectivement, je crois que ces hebdos, ils se développent bien parce qu'ils ont une implantation locale, ils ont en quelque sorte une couleur locale, une identité. Est-ce que un ancrage ? Est-ce que effectivement la difficulté aujourd'hui des quotidiens dans les grandes villes, c'est que cet ancrage, enfin qui fait le ciment de la vie collective, est-ce qu'il n'est pas un peu défaillant, déficient ? Et donc en fait, ce rôle social qui est joué par excellence, à mon sens, par les hebdos régionaux, comment en fait l'insuffler au quotidien des grandes villes ? Alors vous avez parfaitement raison sur la bonne santé de la presse hebdomadaire régionale. Maintenant, la réponse qu'on peut avoir, nous on a tenté de la donner depuis 2 ans en créant ce que dans le groupe Ouest France c'était une nouveauté, on a appelé les nouvelles éditions. C'est-à-dire que il y a maintenant en Loire-Atlantique une édition Pays de Ré, qui est uniquement Pays de Ré. Il y a donc avant il y avait eu 1 ou 2 pages consacrées au Pays de Ré, maintenant il y en a 8. On a créé une édition Nantes-Sud, on a créé une édition Nantes-Nord, on va créer une édition La Baule Presqu'île Guérandaise. C'est-à-dire que c'est effectivement, vous avez donné la réponse dans votre question, c'est effectivement nous aussi en ancrant beaucoup plus, on dit de la commune au monde, mais si on met que 10 lignes sur la commune en question, c'est vrai que c'est pas la peine d'acheter un quotidien, il vaut mieux aller vers un hebdomadaire. Donc on essaye
d'augmenter de plus en plus les éditions. Pour vous dire, on est resté pendant des années à peu près à 40 éditions. Là, on est à 47. Normalement, dans 3 ans, on est à 80. C'est-à-dire que parce que comme ça a été un succès en Loire-Atlantique, eh bien, on a fait un test et on exporte non pas le modèle, mais enfin la façon de faire. Maintenant, dans votre question, il y avait aussi les grandes villes. On ne saura pas faire. On ne saura pas faire parce que dans une grande ville comme Nantes, mais également les villes qui sont à côté, je veux dire, quand entre Nantes, Saint-Herblain, Orvault, on ne sait même pas où on est. Demandez aux gens quand ils passent d'un boulevard à l'autre s'ils sont à Nantes ou s'ils sont à Orvault ou s'ils sont à Saint-Herblain. Ils ne savent pas. Mais les gens qui y habitent non plus, ils le savent parce que ils ont une adresse. Mais je veux dire, le vrai problème, c'est que il y a quand même des zones où il n'y a pas vraiment d'esprit de quartier avant, maintenant de commune. Donc là, l'attachement, il va plus être sur de la culture, sur de l'information transversale, mais pas sur la vie de la commune, comme on le fait ailleurs. Et c'est bien pour ça qu'on a mais c'est pas nouveau. Là, bien avant Internet, on a des taux de pénétration dans les grandes agglomérations qui est beaucoup plus faible que en zone urbaine, où là, déjà, c'est plus facile à distribuer parce que ce sont plutôt des zones pavillonnaires que des grands immeubles. Et puis les gens, là, du coup, ils ont plus de repères. Si on leur parle de l'aménagement d'une zone, de projets de nouvelle école, comme à Vertou, par exemple, pendant la campagne, là, ça parle. Quand vous êtes en ville, ça parle beaucoup moins. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour la presse quotidienne. Mais c'est également beaucoup plus difficile pour la presse hebdomadaire, parce que toutes les tentatives qui ont été faites de presse hebdomadaire dans les grandes villes, sincèrement, il y en a eu une à Nantes, il y en a même eu plusieurs, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne veut pas dire que c'était pas intéressant, mais c'est que trouver un nombre suffisant de lecteurs pour avoir un modèle économique, c'est que c'est vraiment compliqué. Mais globalement quand même, je sais qu'aux États-Unis, pas mal de journaux réfléchissent à un passage au bi-hebdomadaire. C'est-à-dire pas paraître tous les jours. C'est peut-être ça aussi un avenir. Nous, on en a encore très très loin, parce qu'il y a une habitude du quotidien, des choses comme ça. Mais dans des zones où, j'allais dire, quand vous êtes à moins de 5% ou 10% de taux de pénétration, donc si les gens ne peuvent pas communiquer entre eux à travers les informations que vous leur donnez, vous commencez à plus être vraiment indispensable. Donc effectivement, là, il faut réagir. Mais il y a plein de scénarios là-dessus. Je vous dis, le bi-hebdomadaire est quelque chose d'assez... ou le tri-hebdomadaire. Enfin bon, là, il y a pas mal de choses qui se font, mais pas en Europe, plutôt aux États-Unis. Une question dans le fond de la salle. Oui, bonsoir. Je m'appelle Benjamin Reverdy. Je suis chargé de communication et webmaster de Trampolino, qui est une association musiques actuelles nantaise, mais à vocation régionale. Ma question est assez simple, en fait. C'est... pour revenir sur les usages en fait du numérique, pour moi qui sont liés aux nouvelles technologies et notamment aux réseaux sociaux type Facebook ou Twitter. Tout à l'heure, vous parliez du fait que Ouest France avait une politique assez méthodique. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est assez frileuse, en fait. Et je trouve que, à contrario, Presse Océan, qui est pourtant dans le même groupe, si on parle vraiment du média en tant que journal, prend un petit peu plus de risques et va plus sur ce terrain-là, à tester un peu comment ça se passe. Et ma question, c'est déjà la première, c'est du coup, est-ce que Presse Océan est un peu un laboratoire de ces nouveaux usages pour le groupe Ouest France? Et la deuxième aspect de ma question, je ne sais pas si oui, on m'entend toujours bien, c'est si le Ouest France a fait plutôt le choix, je pense plutôt à ma ville, de créer son propre réseau social où les gens s'inscrivent. Et là, quels sont les retours par rapport à ces usages-là? Savoir est-ce que les gens vraiment s'inscrivent? Est-ce qu'il y a des difficultés à ce que les gens s'inscrivent? En gros, mon sentiment, c'est que ça me paraît très compliqué de faire concurrence ou aller sur le terrain de Facebook qui est, pour le coup, une énorme machine et un énorme bulldozer. Oui. Alors, est-ce que la prudence et de la frilosité? Oui, ça peut l'être. En tout cas, ça peut être perçu comme tel. Je vous ai dit tout à l'heure que je partage globalement votre analyse.
Alors, pardon de parler pas mal d'économie, de modèle économique, d'argent, mais on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de perdre de l'argent. Et donc, on ne peut pas faire comme le groupe Lagardère ou comme Dassault qui crée des applications tous les 2 matins pour le Figaro ou Europe 1 qui refait 30 000 fois son site, qui lance je ne sais trop quoi. Ça, on ne sait pas faire. Alors, il y a des moments, c'est dommage. Mais d'un autre côté, vous parlez des réseaux sociaux. Twitter, j'ai bien noté que c'est la Bible du journaliste actuel. Maintenant, pour un journal, sincèrement comme nous, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter de donner en flux, on le fait, hein, mais en flux continu des infos sur Twitter? Sincèrement, ça va être lu par des gens qui sont déjà totalement dans le numérique, et on n'a pas, pour le moment, de choses à leur donner ou à leur vendre, sincèrement, de présentables en numérique, en iPad, en iPhone. Vous voyez un petit peu, je suis clair ou pas? C'est-à-dire que on n'a pas on va attirer des gens sur des produits qui n'existent pas. Parce que sincèrement, croire qu'en balançant sans arrêt sur Twitter, on va dire aux gens, les gens qui vont regarder, ah bah oui, c'est intéressant, je vais aller acheter Ouest France. Je ne crois pas que ça existe. J'ai pas noté que Le Figaro et Le Monde, qui sont les champions de tout ça, aient vu leur vente augmenter. Je dirais même que, sans être méchant camarade, la pente est continuelle. Donc voilà. Après, c'est un problème parce que, pourquoi pas, c'est sympa pour les gens qui sont abonnés à Twitter. Mais nous, déjà que les journalistes, on leur en demande de plus en plus. Globalement, ils font 2 fois plus qu'avant. Moi, je me vois pas demander aux gens de la rédaction de Nantes de tweeter toutes leurs infos. Mais ils sont complètement libres. Alors, il y en a qui le font, d'autres pas. C'est un peu anarchique. En tout cas, il n'y a aucune volonté pour le moment d'être présent de manière rationnelle sur les réseaux sociaux, sauf à des expérimentations locales, sauf aussi au siège, où là on a un desk qui le fait systématiquement pour les infos nationales ou internationales. Alors est-ce que Presse Océan est notre laboratoire? Non. En revanche, évidemment, ils sont parfaitement libres de faire ce qu'ils font, d'avoir leur ligne éditoriale, qui, vous l'aurez noté, est sensiblement différente de celle de Ouest France. Oui, ils sont beaucoup plus participatifs, ils sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Écoutez, si ça marche, si ça se traduit dans un renouvellement de lectorat, on serait un peu bête de pas regarder ce qui marche. Puis juste une dernière chose pour pas être trop long, mais quand on est, j'ai cru comprendre, un grand média ou un gros comme on veut, on est plus lent. Un plus petit journal est forcément beaucoup plus réactif. Nous, ça passe par des thèses, des machins, des trucs. Si vous avez vu le temps qu'on a mis pour faire les nouvelles éditions, là, moi j'y ai passé 4 ans à les réclamer, et plus de temps à les réclamer qu'à les obtenir. On a les défauts des grands groupes, hein, décisions lentes, et comme en plus on est assis, je veux dire le portefeuille s'ouvre pas comme ça, ça complique les choses 2 fois plus pour lancer des expérimentations. Et je suis bien certain de ne pas être très complet dans la réponse. On a une autre question dans le fond. Bonsoir, Alain Verger, conseil développement de Blain. Ne pensez-vous pas qu'un grand quotidien comme Ouest France pourrait avoir un rôle positif à jouer sur des grands projets économiques? Le grand projet économique auquel je pense, c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai le sentiment qu'on donne plus facilement la parole, l'expression aux opposants, aux résistants, que véritablement alors je dis pas les porteurs de projets, bien sûr, ils peuvent s'exprimer, mais on n'a pas véritablement l'impression que l'intérêt économique du projet soit véritablement développé dans Ouest. Voilà, c'est une question.
Bah écoutez, c'est une question et en plus moi je partage un peu votre opinion. C'est-à-dire que il n'est pas question de porter un projet, mais en revanche d'être équilibré et de permettre à tout le monde de s'exprimer, oui. Et effectivement, on a souvent ça sur des questions un petit peu polémiques. Je ne parlerai pas, par exemple, du rattachement de la Loire-Atlantique en Bretagne et des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens les plus concernés vont communiquer. Ils vont faire des actions spectaculaires et tout. Et nous, peut-être qu'à force d'être trop le nez dans le guidon, eh ben, l'équilibre, il n'est pas totalement respecté. Et je sais que j'ai entendu ça très très souvent. Alors évidemment, les opposants à Notre-Dame-des-Landes nous disent la même chose, hein, je vous rassure quand même. Ils nous disent qu'on est des vendus à Vinci et compagnie, et aux politiques locaux. Mais non, je crois que réellement, moi j'ai réclamé à la rédaction en chef qu'on fasse un arrêt sur image, toutes éditions, et important sur Notre-Dame-des-Landes, pour donner non pas un avis, mais un décryptage le plus honnête intellectuellement possible, pour donner tous les tenants et les aboutissants, et que les gens, après, se fassent leur idée. Mais on ne doit pas simplement être dans faire parler les pour, faire parler les contre. Ça, c'est le minimum. Mais le boulot du journaliste, il est quand même de donner un décryptage et de donner les avantages, les inconvénients, donner toutes les... et évidemment, après on a le droit de pas être d'accord, mais de donner le plus possible les clés aux gens pour se faire leur propre opinion. Et là-dessus, je trouve qu'on n'est pas assez... moi, je réclame un vrai et gros dossier là-dessus, oui. Et il aura lieu, je vous rassure. Dieudonné Siwa, je reviens. Très récemment, vous avez assisté à une table ronde organisée par le club de la presse et qui portait sur les médias locaux, outils d'information ou outils de communication. Après avoir assisté à ce débat, quelles conclusions vous pouvez tirer de l'ensemble des interventions? Je pourrais faire une pirouette, je suis parti avant la fin, donc je pourrais vous demander quelle était la vraie conclusion. Je sais pas trop quoi vous dire. Parce que, vous savez, quand on est sur une... Oui, non, mais je veux dire, quand on est sur une tribune, je vois Jean-Claude Charrier qui sourit, parce qu'effectivement, je pense que on n'était pas tous... j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas tous du même avis, ce qui est pas mal d'ailleurs. Bon. Oui, on n'était pas du même avis. Et on n'exprimait pas les choses de la même manière. Donc, si vous voulez, moi, je veux pas résumer. Je peux résumer que ce que je crois. Moi, j'ai trouvé que... on va pas refaire le débat, mais j'ai trouvé que sur le thème de la communication, d'abord, on peut pas être jouer les chevaliers blancs et se dire moi la communication jamais, je suis un journaliste pur et dur, il n'est pas question de... C'est plus compliqué que ça. Quand on dit qu'on est un journal de proximité, eh ben, faut l'être. C'est-à-dire que quand une municipalité organise ou une association organise un vide-grenier, eh ben, on le dit qu'il y a un vide-grenier. C'est de la communication. Il n'y a pas là-dedans un travail journalistique énorme. On va dire oui, mais le vide-grenier, il n'est pas terrible parce que non. On dit il y a un vide-grenier. Et puis après, on met une photo, il y a eu un vide-grenier. C'est de la com. Donc on fait de la com sciemment. Maintenant, il y a de la communication qui sera plus embêtante. C'est que on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est que si on était otage, là, par exemple, d'un grand groupe intéressé dans l'histoire, ou de gens qui veulent, pour d'autres raisons, être contre. D'après moi, tout réside dans l'honnêteté intellectuelle. Pas l'objectivité, parce que c'est compliqué, mais voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, après, dans une équipe journalistique, c'est comme dans tout groupe humain, il y a de tout. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une ligne éditoriale, qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait des chartes internes. Voilà, je sais pas dire autre chose, mais en tout cas, moi, je jette pas la pierre à la communication. Je trouve ça, je trouve ça d'un autre temps. Ça sert à quoi? Il y a besoin de tout le monde. C'est tout à fait normal que les villes, ça m'énerve parfois. Je vous le cache pas. Parce qu'ils sortent des infos dans leurs propres médias, ils se débrouillent, ou ils favorisent l'un plus que l'autre, mais c'est normal. Je veux dire, tout groupe humain, toute institution a le droit de communiquer, peut-être dans des limites raisonnables. Après, mais ça, c'est à l'électeur de le dire, s'il faut mettre beaucoup d'argent dans la communication ou pas trop. Mais c'est pas à nous.
c'est bien à l'électeur, on ne va pas se tromper de rôle. On va prendre une autre question. Alain Levenaf, moi je suis membre du comité de développement. Bon, moi je veux revenir sur un terme que tout à l'heure un des intervenants, qui est beaucoup plus jeune que moi, le terme de frilosité. Moi, je sais pas, je prends un certain nombre d'indices qui est autour de moi en regardant bien ce qui se passe. Hein. Bon, il me semble qu'un des grands journaux américains, qui s'appelle New York Times, a décidé d'être uniquement numérique ces derniers temps. Décision relativement récente, c'est pas anodin de faire un tel choix. Bon, je prends également toute l'envolée actuellement des tablettes numériques qu'on voit arriver aussi, qui à mon avis va bouleverser notre vie dans les 5 prochaines années. Comment, on ne sait pas encore trop comment ça se passe. Hein. Et sachez que j'aime beaucoup le papier par rapport au support informatique. Et un troisième vecteur que je vois moi, c'est qu'à titre professionnel, tous les jours j'ai une messagerie professionnelle qui tombe par informatique et tout le monde est très content effectivement de ces éléments-là. Si on veut tirer en papier, on peut tirer en papier autre chose. Là-dessus, moi je vois quand même un certain nombre de facteurs qui me font dire que ce terme de frilosité qui a été utilisé tout à l'heure, moi je le partage assez. Alors en clair, vous regrettez qu'on n'ait pas une version tablette numérique qui soit disponible dès demain. C'est un début de la... Non, moi je dirais que j'ai pas l'impression actuellement en vous écoutant simplement que je dirais que ces choix qui vont s'imposer à quiconque dans les années relativement proches aussi, vous les ayez vous n'êtes pas pourriez au niveau de Ouest France, je dirais ces grandes évolutions qui vont arriver dans lesquelles, je dirais, on tendra de plus en plus vers du zéro papier. Alors ça, c'est votre sentiment, ça. Oui, tout à fait. Oui, mais du zéro papier, on est en 2011. Déjà, on avait prédit la mort du papier pour cette année. On est à 790 000 exemplaires. On va certainement pas prendre le risque du zéro papier, parce qu'on sait qu'il y a au moins... Là, ce qu'on sait, nous, c'est que même dans les 5 ans, ça c'est faux. Le papier, il est là pour 20 ans. Dire l'inverse, c'est méconnaître totalement le lectorat, les envies des lecteurs, tous les gens qui ont globalement plus de 40-50 ans, eh ben, une énorme majorité vous disent, moi quand je serai à la retraite, je ne vais pas lire une tablette. Hein. Je vais être avec mon journal et je vais me balader. Voilà. Bon. C'est pour ça que je parlais du papier numérique tout à l'heure. Ça sera autre chose. La tablette, ça reste quand même pour quelque chose d'extraordinairement pratique et d'extraordinairement chaleureux. Maintenant, allez, je vais quand même rebondir un peu. Je conçois qu'on puisse nous voir un peu comme frileux, mais on a quand même des résultats. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sur Internet. On a la plus grosse filiale Internet de la presse française, la seule qui soit équilibrée économiquement. 18 millions de visites, c'est pas anodin. On est présent déjà sur les smartphones avec une application basique, je le reconnais, mais enfin, si l'iPhone, Ouest France, vous avez toutes les dernières minutes d'actualité. Le seul drame, c'est qu'on puisse pas les tweeter ou les Facebooker. C'est embêtant, mais enfin, c'est pas non plus vital. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez lire Ouest France sur iPad, vous pouvez. Il y a un truc qui s'appelle le kiosque.fr. Et vous savez combien on en vend par mois ? 1000. On sent pas qu'il y a pour l'instant une demande inouïe. On y va, mais ce qu'on veut faire, on ne veut pas faire. On veut pas faire ce qu'on fait d'autres et qui visiblement ne marche pas. Parce que ceux qui sont dynamiques, ils se plantent dans les grandes largeurs. Parce que demander les comptes de Libé, du Monde, du Figaro, si on se permettait d'extraire de leur chiffre d'affaires, de leur budget, le coût des développements d'applications, le coût salarial et ce qu'ils en retirent, je peux vous dire qu'heureusement qu'il y a des actionnaires derrière. Hein. Donc c'est ça. Alors une fois de plus, pardonnez-moi de parler d'argent, mais comme on est toujours dans cette histoire des purs économiques pour rester indépendant, eh ben nous on fait gaffe à ça. Et c'est bien pour ça que je pense que cette frilosité, c'est pas totalement idiot. Moi, je préférerais aller un peu plus vite, un peu comme vous. Mais derrière, il y a l'expérience de gens qui ont vécu d'autres révolutions. Faut pas oublier que le plomb et tout ça, c'est pas si vieux. Et que la mise en page par informatique, la PAO, tout ça, c'est pas si ancien que ça. Et si ancien, pardon. Donc voilà. Mais rassurez-vous, dans 6 mois, vous l'aurez, votre application Ouest France. Elle ressemblera pas forcément aux autres. Et elle sera certainement pas gratuite. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que l'information telle qu'on l'imagine et telle qu'on la souhaite soit gratuite.
On donne gratuitement des informations brèves, on donne gratuitement du fil info, mais il n'est pas question que le travail des journalistes soit gratuit. Parce que si on fait ça, sincèrement, comment on paye des enquêtes demain? Comment on paye des grandes enquêtes sur Notre-Dame-des-Landes? On aura de l'argent pour faire juste tendre le micro et dire et que les gens donnent leur avis, leurs choses comme ça. Ça peut s'appeler un blog et vous n'avez plus aucune valeur ajoutée par rapport aux gens. Voilà la complexité. Elle est vraiment importante. C'est-à-dire que, ok, être moderne, c'est très bien. En plus, on passe à la télé, on est interviewé, vous avez un nouvel iPad, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on met dessus? Est-ce qu'on met les pages du journal ou est-ce qu'on met autre chose? Je suis pas certain, moi, qu'il faille faire... même, je crois pas qu'il faille faire le journal en ligne tel qu'il est monté sur ordinateur le soir. Pour moi, ça doit être autre chose. Moi, sincèrement, je passe beaucoup de temps sur les... Moi, je suis un peu un addict des iPhones, des choses comme ça. Je peux vous dire, je lis pas de journaux. Hein. Il y a plein d'autres choses qui sont passionnantes. De petites assos, de machins, des gens qui apportent autre chose. Moi, si c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu majoritaire. Mais, excusez-moi d'être un petit peu peut-être provocateur, mais sincèrement, on part pas de rien, quoi. Ouest France Multimédia, c'est quand même une belle boîte, quoi. Et il n'est pas question de la couler pour être... comme tout le monde, avoir sa belle application iPad et on a tout gratuitement. Amusez-vous, allez sur le site du Figaro. Moi, je sais pas comment ils le vendent, le journal. S'ils en vendent encore, d'ailleurs. Parce que comment faire? Tout est gratuit. Là, sur l'iPhone, vous voyez, application gratuite, vous avez étranger, politique, sport, machin. Et à chaque fois, il y a 10 papiers. Pas de la brève, hein, des papiers. Mais forcément, la génération montante, elle va prendre l'habitude. Et pourquoi vous les payez après? Donc nous, principe de base, ce sera payant. J'ai une question sur le modèle économique des journaux, notamment papier, les grands journaux. Est-ce qu'il existe toujours le fonds de soutien à la presse papier? Parce que quand on parle de compte équilibré, est-ce que le groupe Ouest France bénéficie de ce fonds de soutien comme les autres journaux? Et est-ce que quelque part, l'existence de ce fonds de soutien, c'est pas aussi une façon de prolonger, enfin je suis un peu agressif en disant mais prolonger la durée de vie des... Non, mais c'est un très vieux débat en France où la presse est alors il y a des différences, mais notamment la presse d'opinion est sous perfusion, mais ça date pas d'hier, hein, avec des aides quand c'est pas des publicités nationales, gouvernementales, enfin parce que, enfin je sais pas moi, on vend tous les jours et on vend réellement 115 600 exemplaires en Loire-Atlantique. Il y a des nationaux, si on donnait les vrais chiffres de vente, pas d'échange, pas les hôtels, qui sont pas beaucoup, qui sont soit nettement en dessous. Certaines libérations, par exemple. Je ne sais pas comment on peut équilibrer. Ça me paraît aberrant quand on est globalement à moins de 100 000 ventes tous les jours. Et Le Monde et Le Figaro, ils affichent 300 000, oui. De réellement payer. Heureusement qu'il y a les avions, qu'il y a les chaînes barrières, qu'il y a tout ça. Donc là, vous êtes dans une des belles contradictions françaises, comme on les aime, c'est-à-dire un soutien assez fort à la presse nationale. Nous, il est aussi important, nos comptes seraient équilibrés quand même, sauf pendant les 2 dernières années, où là, il y a eu une aide spécifique pour le portage. Et là, il est vrai que je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que l'année dernière, pour nous, ça représentait 9 millions d'euros pour le journal. Donc c'est vrai que c'est des aides, mais alors là, elles sont terminées. Mais il y a toujours un fonds d'aide. Il y a la première aide qui est déjà que les journalistes ont... alors avant, c'était le fameux abattement de 20%, ce qui permettait, c'était après la guerre, parce que les patrons de presse disaient on peut pas payer nos journalistes comme ils le méritent, donc donnez donc une niche fiscale déjà. Et donc ça a perduré. Maintenant, c'est 7 500 €, je crois, de déduction directe. Est-ce que c'est normal? A priori non, pas normal. Vous avez, je crois, une TVA qui est beaucoup plus basse. Il y a pas mal d'aide à la presse. Est-ce qu'il faut tout arrêter? C'est pas.
Dans l'idéal, oui. Mais là, on dirait, vous favorisez les plus gros. Vous faites ça demain. L'Humanité, il n'y en a plus. La Croix, il n'y en a plus. Libé, il n'y a plus. Un nombre de quotidiens départementaux, il n'y en a plus. Voilà. Ou alors, c'est racheté par les mastodontes et vous divisez la France en 3. Je dis pas que c'est d'ailleurs pas ce qui va arriver. Mais voilà, c'est ça qui est compliqué, quoi. Mais sur le fond, moi, je vois pas vraiment comment on peut défendre l'idée, si mon patron m'entendait, mais l'idée de mettre sous perfusion, oui, j'entends bien, de mettre sous perfusion la presse. Non, mais je veux dire, si on réfléchit de manière... Mais après quand vous avez des habitudes qui sont prises, eh bien oui, c'est vrai que... Non, ce qui est normal, en tout cas, si le système d'aide perdure, c'est que les gens qui font par exemple de l'information en ligne aient le même niveau d'aide. Je vois vraiment pas pourquoi on donnerait ça, j'allais dire, entre guillemets, à certains dinosaures, et que les plus jeunes groupes de presse n'aient pas le même accès aux aides. Alors je crois que c'est fait. Ça a été commencé l'année dernière, je crois, pour les sites en ligne comme Rue 89, comme Slate, comme j'en oublie, et celui, comment il s'appelle déjà ? Mediapart, voilà, j'oublie le principal. Et donc, je crois qu'ils ont des aides. Mais bon, est-ce que c'est la solution là aussi ? J'en sais rien. Oui, c'est toujours Benjamin Verdi de Trampolino. Je voulais réagir par rapport à ce que vous abordiez avant, en fait, sur l'aspect nouvelles technologies et support de lecture par rapport aux iPads. On parlait de frilosité. Moi, j'utilise ce terme, mais après, j'ai conscience de vos contraintes économiques et du terrain aussi et de vos cibles. Donc, c'est pas du tout... voilà, c'est un terme qui est utilisé. Ah non, mais ça va. Non, mais il n'y a pas de souci. Cette frilosité, si dans les courriers, comment dirais-je, parfois de mécontentement que je reçois le matin, s'il y avait que le mot frilosité, ça irait très bien. Ça va, c'est soft. Donc en fait, en fait, à l'aune d'une révolution technologique qui a eu lieu justement dans un terrain que je connais bien parce que c'est mon secteur, qui est celui des musiques, enfin de la musique, où l'arrivée du numérique a complètement bouleversé les usages, la consommation, l'économie totale et l'industrie, qui a complètement explosé le modèle économique avec des majors qui ont coulé, des usages avec ce qu'on connaît du MP3, de la culture, du gratuit. Je pense en fait juste là, sur le papier, sur la lecture, on est juste à l'aune d'une révolution. C'est-à-dire juste pour le terrain européen, enfin, on va dire non américain, c'est qu'il n'y a pas de lecteur numérique grand public accessible et joli. C'est ce qui se passe sur les États-Unis avec le lecteur de Amazon qui s'appelle le Kindle. Et en fait, maintenant, ils vendent plus de livres numériques que de livres papier en fait sur Amazon. Et je pense que en Europe et en France, pour parler de notre cas et localement, il n'y a pas encore ça. Et je pense que par rapport à la jeune génération, qui est celle que nous on touche dans la musique, et en tout cas dans les musiques actuelles, qui est notre créneau, il y a en termes de rapport à ces outils, vraiment, je pense, urgence à essayer d'impulser de nouvelles choses. Et je pense que les médias, et les médias comme Ouest France, pourraient peut-être essayer je sais pas, de discuter, c'est ce qu'on fait un peu là, mais de rencontrer des acteurs comme ça, essayer de voir voilà, quels sont les usages, comment ça s'est passé chez vous, comment on peut essayer d'anticiper un certain nombre de virages technologiques pour éviter qu'une économie soit balayée par des usages qui arrivent. Et vraiment, en termes de public et de cible, vous avez un lectorat aujourd'hui, on l'a vu, d'une 50aine d'années. Comment va évoluer ce lectorat à l'avenir ? Et je pense aujourd'hui à la culture, ce qu'on appelle des digital natives, qui sont vraiment les très jeunes enfants, où une gamine de 1 an, voire même un peu plus, on va dire 2 ans, peut jouer avec un iPad et l'utilise comme si c'était un jouet. Et en fait peur, je crois qu'elle voilà, a l'air. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et je pense que sur la lecture numérique, aujourd'hui, voilà, on est à l'aune de quelque chose qui peut. En tout cas, pour la musique, vous avez parfaitement raison. Et l'interrogation. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, pour l'information, ça sera exactement comme pour la musique. Vous allez peut-être avoir raison, mais je me suis peut-être mal exprimé. C'est-à-dire que moi, mon sentiment, c'est que le papier va encore durer, mais pour une partie. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'éliminer. Mais en revanche, moi, vous savez, depuis 4-5 ans,
Alors c'est pareil, ça va pas sur Internet, tout ça quand même. Depuis 4-5 ans, je n'ai qu'une idée en tête. Une idée, je suis un peu têtu en plus. Moi je pense que le papier numérique, pour l'avoir vu, ça c'est vraiment, alors là pour le coup, c'est autre chose que enfin je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est autre chose que la tablette. Et là, s'il y a toutes les conditions requises, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire du Bluetooth, du wireless, ce que vous voulez partout, ben là c'est évident que entre amener son Ouest France dans le tram et avoir son papier numérique dans la poche, évidemment qu'on paiera 2 fois moins cher. Parce qu'il n'y a pas la fabrication, parce qu'il n'y a pas le portage, parce qu'il y a plein de choses. Ben c'est une évidence, vous avez raison. Mais moi je suis pas contre, hein. Je suis même pour. Je veux dire, maintenant, est-ce qu'on l'anticipe assez ? Ça, c'est la vraie question. Enfin, rassurez-vous, on a beaucoup de gens quand même qui travaillent sur ces choses-là. Mais moi, je crois personnellement que c'est pas la tablette qui sera la révolution. Ça sera un petit peu après. Mais ça n'empêchera pas qu'il y a encore des gens pour préférer le papier. C'est ça qui va être abominablement compliqué. C'est que si on vend moins, ça va coûter évidemment plus cher. C'est peut-être ça aussi qui va raréfier le papier, parce que moins on vendra, plus on sera obligé d'augmenter le prix tout bêtement, quoi. Tandis que je pense que sur les tablettes ou sur les papiers numériques, même en termes écologiques, parlons clair, quand le nombre de kilomètres qu'on fait chaque nuit entre les imprimeries, les dépôts, après les dépôts, les mobylettes, les bagnoles pour aller chez les gens, c'est vrai que si je comprends bien le patron de Total, on sera à plus de 2 euros dans peu de temps et choses comme ça. Bon, bref, c'est peut-être aussi des phénomènes extérieurs qui vont amener un changement complet des méthodes de distribution. Mais on est prêt, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas être dans le gadget, c'est d'être vraiment dans le lourd. C'est-à-dire que si des gens souhaitent majoritairement avoir, enfin, ou au moins une grosse minorité, avoir de l'information sur des terminaux numériques, que ce soit tablette ou version ensuite plus légère, ben on va le faire, évidemment. Évidemment qu'on va le faire. Parce qu'une fois de plus, notre métier, on n'est pas imprimeur, ça c'est clair. On n'est pas imprimeur, on donne de l'information. Enfin, plutôt on la vend. Et l'énorme avantage du numérique, mais à plus long terme, c'est qu'effectivement, ça coûte moins cher. Vous ne fabriquez plus un journal, vous ne le distribuez plus, vous enlevez la moitié du prix. Hein. Donc, et encore nous, on est le canard le moins cher de France, donc 80, ça ferait 40 centimes. Et là, vous pourriez avoir beaucoup plus de monde. Et pour les Parisiens, ce serait pas mal, parce qu'eux, ils sont déjà rendus à 1 euro, je sais pas combien, 30, 40, 50. Donc, non, vous avez parfaitement raison. Mais simplement, moi je le dis, hein, c'est sans doute notre défaut. C'est-à-dire qu'un grand groupe, voilà. Alors après, on peut dire que c'est comme les dinosaures, ils vont pas survivre. On a quand même une culture interne qui est de travailler sans arrêt, sans que ça se voit sur le futur. Par exemple, vous savez, quand on a lancé 20 minutes, je peux vous dire que moi, pour avoir vécu ici, et j'en veux pas aux gens qui... Mais qu'est-ce que j'ai pas pu entendre, hein. C'est vous tirer une balle dans le pied, c'est de la presse-trottoir, c'est nul, c'est tout ce que vous voulez. Globalement, quelques années après, les gens n'ont pas l'air de détester ça. Il y a des journalistes locaux, et c'est devenu quelque chose d'économiquement parfaitement viable. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça a créé un lectorat, ça a créé des emplois. C'est lu par des gens qui lisaient jamais le journal. Donc voilà. Mais je veux dire, vous savez, quand il y a des tournants à prendre, on est plutôt réactif. Mais on attend. On n'est pas à se montrer, quoi. On est un peu démocrate chrétien, vous savez. Hein. Yves Lenné, Conseil de développement. Nous, au Conseil de développement, nous avons quelque chose un peu en commun avec vous, c'est que de temps en temps, nous nous essayons à l'écriture. Et là s'arrête la comparaison, parce que nous n'avons pas les contraintes du quotidien. Nous essayons de faire des réflexions pas trop stupides, si possible, enfin... Et nous avons besoin pour ça, évidemment, de bases de renseignement. La question, c'est les trouvons-nous dans notre presse qui est très attachée aux têtes
peu attaché aux questions de fond, apparemment. Je prends un exemple, un seul exemple. Les forums, de temps en temps, vous essayez de trouver l'opinion, de faire dégager une opinion à partir des forums. Et on reste presque toujours sur notre faim. On ne vous demanderait pas d'être des bureaux d'études ou des bureaux d'enquête d'opinion. Non, les multiples questions, ce n'est pas votre affaire. Mais la plupart du temps, c'est du oui ou du non. Et on n'arrive pas à savoir, à travers cela, véritablement connaître l'identité de cette ville, par exemple, dont certains nous demandent d'être une courroie de transmission. On est un peu sur notre faim. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci. Oui. C'est une question qu'on se pose beaucoup. Très régulièrement, en conférence de rédaction, on est interpellé par un ou deux collègues qui disent « Mais vous vous rendez compte ? Regardez de quoi on va parler demain matin, c'est l'écume des jours, c'est pas le fond, c'est pas ça qui est important, vous faites de l'information pas jetable mais pas loin, on va encore parler du carnaval, de je ne sais trop quoi, des grandes polémiques nantaises. » Après, c'est une alchimie, enfin il y a des journalistes dans la salle, c'est compliqué, c'est-à-dire que on a vocation à être un média grand public, mais avec nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne fera pas n'importe quoi pour gagner notre public. En tout cas, personnellement, moi, je préfère faire un autre métier qu'attirer des lecteurs avec les plus bas instincts. Mais en revanche, trouver une alchimie entre ce qui n'est pas essentiel et les questions de fond, oui, c'est un travail de tous les jours. Et vous avez très certainement raison de penser que pendant les 10 dernières années, la balance est allée un petit peu du côté du spectaculaire. Et je pense, malheureusement, en plus, je pense qu'on n'est vraiment pas les pires dans cette histoire-là. Maintenant, moi, je suis peut-être un peu moins pessimiste que vous, parce que je crois que les gens vont nous redemander... Il y a tellement... Vous parlez du forum. Moi, je trouve que, par exemple, ce qu'on passe dans le journal... Donc, ce sont des courriers, non pas envoyés par mail, c'est vraiment de la patte d'oie et tout. Bon, c'est des gens qui nous écrivent. Et ben, ils sont souvent d'une... ils m'intéressent beaucoup plus que ce que je lis sur Internet. Et sincèrement, ils deviennent de plus en plus intéressants. Et je crois qu'on va... L'idée, quand même, c'est de redonner de l'opinion des gens qui ont des visions, qui ont des... Mais après, on a peu de place pour des raisons économiques. On a vraiment peu de place par rapport... On reprend des journaux d'il y a 10-15 ans, il y a vraiment peu de place. Et comme en plus on multiplie les éditions, on est dans toutes les contradictions possibles et imaginables. Moi, en tout cas, je sais que quand on reçoit des courriers, je vous invite, si vous avez en tant que lecteur, hein, pas en tant que... on ne donne pas forcément la parole à des institutions, mais le forum de Nantes, où il y a plus de place que sur Internet, et où vous n'avez pas à vous faire insulter 10 fois derrière, et ben non, mais on les passe. Hein. Là-dessus, on est preneur. Parce que moi je crois que c'est très important. C'est-à-dire que ça donne un sel au journal, et effectivement ça permet d'aborder des questions à plus long terme. Je dis pas qu'on le fait jamais, mais c'est vrai qu'on est sur le quotidien, quoi. On n'est pas mais je peux pas vous dire que demain on va faire quelque chose comme ce qui se peut publier localement comme Place Publique ou comme d'autres revues où on est sur de la perspective, où on est sur de la réflexion. Nous, sincèrement, on fait ça demain. Je crains qu'on ait un taux de désabonnement relativement fort, parce que non pas que ce soit pas intéressant, mais parce que c'est pas exactement ce que viennent chercher les gens chez nous. Et en plus, on les a habitués à une ligne éditoriale. C'est-à-dire que demain, moi, j'adorerais, moi, inviter 4 sociologues, 5 urbanistes tous les matins. Mais il y aurait plus de lecteurs. Hein. Ce qui les intéresse aussi, c'est que demain, on va leur parler du cours des 50 otages qui va être piéton, des choses comme ça, quoi. Une petite info pour ce soir, quand même.
Moi, j'ai deux petites questions, à la fois anecdotiques et analogiques. Hein. On n'est pas dans le numérique, sont beaucoup plus basiques. Si je donne l'impression de ne pas être numérique, c'est que vraiment je suis un mauvais communicant. Donc ça rejoint le débat de tout à l'heure. Non, mes deux questions. La première, c'était quel est le statut du poste de directeur de départemental Ouest France par rapport aux rédactions? Quelle est l'indépendance des rédactions? Enfin, quel est le rapport d'influence, d'autorité entre les deux? Et la deuxième question, c'était, on reproche souvent aux journalistes nationaux la question de la connivence avec le personnel politique. Est-ce que localement, c'est aussi un reproche qui vous est fait? Alors, première question, directeur départemental. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le mot directeur. En fait, on est tous des journalistes. Et disons qu'il y a plusieurs rédactions. Il y a plusieurs rédactions en Loire-Atlantique et le directeur départemental, c'est celui qui est responsable de toutes les rédactions. Ils auraient pu appeler ça rédacteur en chef départemental, comme vous voulez. Mais c'est vrai que le mot directeur peut même faire penser qu'on s'occupe pas de la rédaction et qu'on s'occupe, je sais rien moi, de la promotion, des relations avec les institutionnels, des choses qu'on fait quand même. La deuxième question sur la connivence. Oui, on nous fait le reproche. Ouais. Et ça fait d'ailleurs beaucoup rire, souvent quand, pour pas le citer, Jean-Marc Ayrault, qui a une lecture assez critique de Ouest France. Quand je lui dis, mais on se tutoie, alors c'est pareil, le tutoiement, ça, c'est vécu comme une horreur par pas mal de gens, mais moi j'ai le tutoiement facile, donc voilà, c'est comme ça. Quand je lui dis, mais tu sais, si tu savais ce que les gens pensent de nous, c'est qu'on est quasiment la boîte de communication de la ville de Nantes. C'est pas possible. Hein. Bon, bref. Et à l'inverse, non, je crois qu'on essaye de... Le journaliste de proximité, ce qu'il a vraiment passionnant, c'est que bon, moi j'ai plein d'amis dans la presse nationale et tout, ils font un boulot formidable. Et je trouve d'idiot de tenter de comment dirais-je, de mettre en concurrence, ça n'a rien à voir, c'est pas le même métier. Mais disons notamment quand il y en a qui viennent en province, ils font vraiment du one shot parce qu'ils s'en foutent. C'est la politique de l'interbrûler. Ils viennent parler d'une chose, ils se barrent le lendemain, ils auront plus les contacts, c'est pas grave. Si vous faites ça en journalisme de proximité, il ne faut jamais oublier qu'on a besoin de sources. Donc, on nous reproche souvent, c'est d'ailleurs les plus jeunes qui nous disent « mais vous dénoncez rien, il y a des corruptions là, il y a des machins, il y a des trucs, vous le savez pertinemment, vous le dites pas ». D'abord, c'est pas si simple que ça. Et puis surtout, on n'est pas des justiciers. Nous, il y a une justice, on respecte réellement la présomption d'innocence, ce qui fait que ça nous amène quelquefois des aberrations du genre quand Colonna, je m'en souviens, a été arrêté, on a parlé du berger corse. Là, je me dis, on va peut-être un peu loin quand même, parce qu'on aurait pu mettre son nom. Mais donc voilà, ça c'est dans l'ADN de Ouest France. Mais sur la question de la connivence, il nous faut un minimum de connivence. Il faut qu'on ait des informations avec les pouvoirs en place et leur opposition. Il nous faut parce que évidemment, en jouant sur les deux, on arrive à avoir des infos. C'est pareil pour la justice. Vous savez, il y a beaucoup de chroniqueurs judiciaires nationaux. Comment ils arrivent, et même locaux, comment on arrive à avoir des informations? Parce que normalement, il y a un secret de l'instruction. Eh bien, en jouant sur les connaissances, les réseaux, les choses comme ça. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, il faut être suffisamment critique pour que l'élastique se tende, mais il faut garder minimum de respect et une sorte de convivialité pour qu'il ne casse pas. Parce que s'il casse, on n'a plus d'infos. Donc voilà, c'est toute la complexité du journalisme local. Ceux qui vous disent moi je suis totalement libre, je suis complètement indépendant, il n'y a aucun pouvoir qui peut... Mais c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Évidemment qu'on est tout le temps dans un rapport de force avec des pouvoirs, avec des choses comme ça. Eux-mêmes jouent d'ailleurs de l'intimidation, des choses comme ça. Et moi je leur reproche pas, c'est normal. On est toujours dans un jeu de rapport de force. C'est relativement classique et le nier me paraîtrait d'un autre temps. Maintenant, moi je peux pas vous dire si on est suffisamment indépendant. C'est-à-dire, c'est vous lecteur de le dire. Après, ça n'est qu'une impression. Et comme nous, en plus, on est sur le pont du bateau sans arrêt, mais sincèrement, on essaye de l'être. Maintenant, et puis il y a un cri. Ce qui est aussi, qui fait partie aussi de l'ADN de Ouest France, c'est le respect des institutions au sens démocratique du terme.
C'est-à-dire qu'il est hors de question, alors ça peut paraître ringard pour plein de gens, mais il est hors de question demain de dire, je sais pas, le conseil régional agit comme des abrutis, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est très libre de ton, c'est tout ce qu'on veut, sauf qu'ils ont été élus, ces gens-là. Alors, on peut critiquer, mais ça revient par exemple à l'histoire de... Généralement, les gens qui sont pour la Loire-Atlantique en Bretagne nous envoient des lettres incendiaires. Et moi, je me suis fait largement insulter sur des blogs, c'est pas grave. Mais enfin, est-ce que ça, quand même, il n'y a pas eu un coup d'État? Moi, je ne suis pas un fan des Pays de la Loire. Mais ça n'empêche que c'est des gens qui sont démocratiquement élus dans un territoire démocratiquement choisi, sans remonter à la nuit des temps. Et il faut bien qu'ils siègent, même si... vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur de la polémique gratuite. Et là, c'est là où je trouve important qu'il y ait une ligne éditoriale. Après, on discute à l'intérieur de Ouest France, mais il y a une vraie ligne éditoriale, il y a une charte des faits divers. Un journaliste de Ouest France ne peut pas faire n'importe comment. Alors on peut se dire, bon, bah, il n'est pas libre, mais il est libre de choisir aussi. Moi, je trouve que moi, j'adhère vraiment à pas mal de choses. La charte des faits divers, on en reparlait encore ce matin, parce que on ne met pas d'identité. Je fais une digression, mais pour vous dire qu'il y a le dialogue, il est sans arrêt. C'est-à-dire que la politique judiciaire de l'actuel gouvernement est un petit peu difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on fait une loi plutôt répressive avec la comparution aux médias, des choses comme ça, puis après on fait la loi pénitentiaire qui dit vous êtes condamné à moins de 2 ans, il y a l'aménagement des peines. Et maintenant on va mettre des jurys populaires pour que ça devienne de plus en plus dur. Il y a 1000 peines qui ne sont pas de prison ferme, qui ne sont pas effectuées à Nantes, et les prisons sont pleines. Bon bref, c'est compliqué, mais nous là-dedans, on s'aperçoit qu'on avait une règle, c'était de donner l'identité des gens à partir du moment où ils étaient écroués. Pas avant. Mais sauf que des gens nous reprochent, et nous-mêmes on se fait le reproche, c'est que c'est bien gentil, mais les gens sont condamnés à 2 ans ferme, et le lendemain ils vont travailler. Parce que, avec la loi pénitentiaire, le lendemain, ils vont aller voir un juge d'application des peines, généralement qui va se dire on en est à combien la maison d'arrêt? Oula, bon, c'est pas trop grave, donc pas de peine. Et la personne va travailler, il a son nom dans le journal. Là, pour le coup, c'est véritablement à double peine. Donc voilà, on réfléchit à ça sans pour autant que le ministère de la Justice nous ait appelés. Vous voyez, quoi, je sais pas, c'est peut-être un peu une digression, mais c'est important de voir... mais c'est important de voir ce que c'est réellement la discussion au sein d'une rédaction et comment on s'interroge sur nos pratiques, quoi. On a 2 questions au milieu de la salle. Alors du coup, vous allez pouvoir vous présenter. Oui, bonsoir, Julien Costret, je suis rédacteur en chef à Terra Eco. Je voulais revenir sur l'édition numérique. Oui. 2 questions rapidement. À Terra Eco, on a une édition papier mensuelle et aussi un site internet qui propose une édition quotidienne. Et depuis 2 ans qu'on a ces deux éditions, on cherche le bon réglage, le bon mix entre le gratuit et le payant. Qu'est-ce qu'on reprend du magazine qui est payant? Qu'est-ce qu'on met gratuitement sur l'édition numérique? Donc je voulais savoir comment était fait ce réglage sur l'édition départementale, qui en décidait, et quel était le bon mix. Est-ce que vous aviez trouvé l'équation magique? Parce que nous, on essaie des choses, on tâtonne, mais on cherche toujours. Et la deuxième question, c'était toujours par rapport à cette édition départementale. J'ai cru comprendre que vous n'en étiez pas pleinement satisfait, enfin, en tout cas vous réfléchissez sur le contenu qui devrait y avoir sur cette édition. Dans vos rêves, à quoi ça ressemblerait L'édition numérique? L'édition départementale, ouestfrance.fr, D'accord. Niveau département. Alors, on tâtonne, hein. On en est tous là dans la presse. La seule chose, c'est que vous êtes sur ce qui est normal pour le développement durable, vous êtes sur de l'information plus durable. Nous, sur Internet, je vous dis, il y a 2 ou 3 papiers, et moi je milite pour qu'il n'y en ait plus du tout, des reprises, parce que je vois pas... pour moi, c'est pas gratuit, je suis désolé. C'est pas gratuit. En revanche, le service gratuit qu'on peut faire, c'est dire, voilà ce qui se passe. On le dit en 5 lignes, on met une vidéo, on met une photo, on fait des choses comme ça, et on dit, vous voulez en savoir plus, lisez donc Ouest France demain. Je dis pas que ça marche, mais en tout cas, on perd pas de lecteurs avec tous les gens qui sont sur Internet. Donc pour moi, l'évolution du gratuit sur nos parce qu'il n'y a pas d'édition départementale, on est sur des éditions Nantes, Saint-Nazaire, c'est d'aller de plus en plus vers la proximité.
Mais alors là, je vous parle à titre personnel. C'est-à-dire que moi, je réclame à tue-tête qu'on fasse un test à North-Solariade. North-Solariade, vous voulez. C'est-à-dire que on a bien des correspondants écrits. On en a 2469. Parce que, évidemment, que toutes les communes, on ne peut pas les suivre avec des journalistes professionnels. Donc on a des correspondants pour le papier. Je vois vraiment pas pourquoi on n'aurait pas de correspondants pour des micro-éditions locales qu'on ferait vivre avec de la publicité en direct. Vous mettez votre carte bleue pour 20 €, vous faites votre... Bon, bref. Et j'avoue que j'ai pas un énorme succès là-dessus. Et que je trouve ma direction un peu frileuse pour le coup là-dessus. Voilà, moi je crois que notre rôle, on est un quotidien régional. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des gens chez nous qui l'oublient. C'est-à-dire que on veut aller vers 80 éditions locales. La continuation de notre travail, de notre mission, on peut appeler ça comme on veut, c'est d'aller vers les territoires et d'offrir ce qu'Internet permet. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'était pas capable de faire autant d'infos sur des petites communes. Il faut qu'on aille vers ça. Alors ça sera extrêmement compliqué, mais je veux dire... Et là, c'est pour ça que on n'est pas un national. C'est-à-dire que le New York Times, oui, très bien. Mais nous, 47 éditions, il faut savoir que, par exemple, si on mettait qu'une édition Ouest France, il ferait 800 pages quand même. Ça ferait peut-être beaucoup pour lire. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun, mais il y a énormément d'éditions. On est quand même le seul canard au monde à avoir plus de 40 éditions. Il n'y en a pas d'autres. Ça n'existe pas. C'est pour ça que on peut paraître un peu... comment dirais-je, un peu frileux, un peu attentiste, tout ce qu'on veut, mais on a quand même des spécificités. C'est-à-dire que, une fois de plus, nous, quand on cherche, je me souviens, il y a quelques années, on voulait changer le logiciel, il n'y a pas un fabricant de logiciel au monde qui était capable de nous le faire. Il a dit, on a vu les Américains, les machins, ils ont dit, mais c'est quoi votre truc, là c'est n'importe quoi, 43 éditions, maintenant c'est 47, 800 pages, mais comment voulez-vous qu'on y arrive? Pour les gens, un journal, c'est une édition, ou 2, ou 3. Mais les plus grands régionaux en France, ils sont à 8-9 éditions. En Europe, ils sont à 4-5 éditions. Nous, on va aller à 80. Alors peut-être qu'on fait n'importe quoi, mais moi, je crois pas. Parce que je crois réellement que notre mission, elle sera toujours d'avoir de l'international avec des correspondants, avec du décryptage, avec notre sensibilité de l'Ouest, de gens de l'Ouest. Mais elle est dans l'ultra-local. Et ça répondra à la question d'ailleurs sur les hebdos. Mais ça, c'est vrai qu'on va pas très vite là-dessus, quoi. Mais après, il y a aussi des problèmes de statut. C'est-à-dire que c'est très compliqué avec l'État. Les histoires de correspondants de presse, je sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est excessivement compliqué. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent moins d'un certain revenu, parce qu'après c'est considéré comme travailleur indépendant. Puis alors là, bonjour l'URSSAF, le machin, tout le monde explose, quoi. Et là, on vit dans une véritable hypocrisie de la même manière. C'est-à-dire que ce que l'État donne d'une main, il se rattrape quand même. Il n'y a pas trop de souci avec les journaux qui marchent. On fait tout. Il n'y avait pas une deuxième question Très rapidement, donc Éric Varin du CCO, mais je suis aussi lié avec Télé-Nantes, une télé locale. Je vous ai reconnu. Ça peut passer pour une télé, presque de l'espionnage industriel, c'est pas du tout le cas, c'est une vraie question que je me pose. On a parlé du numérique, donc on a bien compris que c'était pas le moment, que économiquement c'était compliqué. Non, on est en plein dedans. Pardon. Mal exprimé. Oui, tout à fait, qu'on était en plein dedans, mais que sur un certain nombre de développements, notamment économiques, il fallait quand même attendre, c'est ça que je voulais dire. Du coup, on se place dans la perspective où dans X années, avec le papier numérique, avec les tablettes tactiles qui sont diffusées partout, ça représente un potentiel pour avoir autre chose que de l'écrit. Parce que jusqu'à présent, on s'est limité à l'information écrite dans nos échanges. Oui. Est-ce que le jour où tous ces outils... J'ai parlé un peu de vidéo. Oui, mais voilà, c'est ça ma question. Est-ce que ces outils-là sont à même de faire réviser au groupe Ouest France sa position sur l'information audiovisuelle, qui, on est bien d'accord, est économiquement compliquée actuellement? Sincèrement, non.
Je vais parler d'un de vos confrères, France 3, ils ont très peur, ils nous le disent sans arrêt, la première télé de l'Ouest, c'est Ouest France maintenant. Enfin, mais non, quand on fait de la vidéo, on fait des formations vidéo iPhone. C'est vraiment, à part 2-3 vidéos qu'on peut enregistrer à Rennes. Mais sinon, c'est vraiment du prix sur le vif, transmis direct sur une plateforme, ça met 1 minute, pas plus. Ce que je veux dire, c'est que on fait des petites interviews, des choses comme ça, montées de manière totalement approximative, et on fera jamais plus, parce que de toute façon, il n'y aura pas plus de personnes pour le faire. Et ouais, moi, je crois que la grande erreur, ça serait de se dire les radios vont faire de la presse écrite, c'est ce qu'ils font de plus en plus, ou de la télé en direct. Les télés vont faire de l'écrit, la presse écrite va faire de la télé. Enfin bon, je crois que chacun a quand même un peu intérêt à rester sur son cœur de métier, sur sa légitimité. On n'aura jamais les moyens de faire un 7 minutes comme vous faites. On n'aura jamais les moyens de... Et puis je crois que ça servira à rien. En revanche, effectivement, sur quelque chose une info qui se déroule comme ça dans la journée, puisqu'on met un petit texte, pourquoi pas mettre une petite vidéo? Mais ce sera jamais de qualité télévisuelle. On pourra pas. Il n'y aura jamais Ça ne veut pas dire que c'est pas de la politesse pour vous dire on n'ira pas marcher sur vos plates-bandes. Oui, c'est que sincèrement, en tout cas de ce que je sais, moi, des décisions et des projets du groupe Ouest France, c'est absolument pas ça. C'est vraiment donner une couleur un peu visuelle, avec photos et vidéos, à du texte. Mais pas pas que le visuel remplace le texte et devienne... mais c'est vrai que... Alors après, est-ce qu'il y aura des regroupements? Ça, c'est possible, parce que dans l'idéal, ça serait qu'il y ait des infos tout le temps, avec de superbes images. Mais ça, je ne sais pas vous dire, moi, s'il y aura des regroupements entre des groupes télé et des groupes de presse pour faire des produits communs. Mon petit doigt me dit que ça me paraît pas totalement idiot. Mais bon, après, là, c'est des... Non, mais au-delà des regroupements structurels, il y a aussi la question de la place de l'image, de l'information image par rapport à l'information texte. Alors, on a tué le texte pendant des décennies, et puis on n'a jamais autant écrit qu'actuellement. Mais malgré tout, il y a peut-être cette question aussi, dans les proches ou les plus lointaines années à venir, de la place de l'information sous forme audiovisuelle par rapport à la consommation de l'information sous forme écrite. Et là, bon, il faut peut-être ressortir les mayas dont on parlait tout à l'heure. C'est difficile de tirer des plans sur la comète, mais je pense que c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Je vous cache pas que chez nous, il y a des gens qui ont des certitudes. Les gens vous disent, bon, bah, vous savez, faut garder la tête froide parce qu'on nous a fait le coup quand il y a eu la télé, on nous a fait le coup quand il y a eu la radio, on pourrait remonter comme ça jusqu'à Gutenberg. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que, comme le disait notre ami de Trampolino, il y a une vraie révolution. C'est vrai que c'est pas la même, c'est là les plus importantes, et puis elle entraîne beaucoup plus de monde, elle change complètement la manière de faire les choses. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, votre réflexion est parfaitement pertinente. Je n'ai pas le début de la moindre réponse. Maintenant, je ne doute pas et puis il y aura peut-être... on est souvent surpris par les sondages politiques, on est aussi surpris par les habitudes présupposées des lecteurs. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, aux États-Unis, effectivement, le papier a tendance à plonger complètement et l'habitude du numérique va grandissante. Mais ça, de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on prend l'exemple de New York, de Chicago, des très très grandes villes, de Washington. Il y a d'énormes quotidiens régionaux aux États-Unis qui vivent très bien. Parce que je crois que sincèrement, on en parlait tout à l'heure pour Nantes, vous savez, moi je le cache pas, à Nantes, alors on diffuse plus parce qu'il y a effectivement les facs, les choses comme ça, mais en vente réelle, payée chaque jour, c'est 17 000 exemplaires. Et on vend donc 116 000. Cherchez l'erreur, c'est quand même une grande ville. Si après ça, on se dit pas, on a des problèmes pour diffuser la presse écrite en ville, c'est qu'on est atteint d'une belle cécité, quoi. Donc voilà, moi je pense que déjà, c'est pour ça que par exemple l'aventure de 20 minutes, moi me paraissait
quand on nous disait vous allez vous tirer une balle dans le pied, j'ai trouvé ça complètement stupide. Ça s'adressait à un public plutôt jeune, urbain, actif, comme on dit, qui de toute manière ne nous lisait pas. Donc autant y aller. Et je pense que pour le numérique, ça sera peut-être un peu pareil. Hein. Alors avant de te remercier, j'ai une dernière petite question un peu plus légère. On entend souvent, enfin légère, qui demandera une réponse en tout cas assez courte, j'imagine. On entend communément dire qu'à Nantes, on a Presse Océan. Ceci est joliment dit. On a Presse Océan qui est un quotidien de droite et Ouest France en face qui est un quotidien de gauche. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la question ? C'est pas ce que les gens de gauche me disent, mais enfin bon. Presse Océan, quotidien de droite, j'ai pas l'impression que Presse Océan se situe politiquement. Quand je vois l'évolution de sa ligne éditoriale, je vois qu'il est plutôt sur des problèmes de société, en accent plus sur le fait divers, sur les faits de société. Donc, alors après, on peut me dire que tout est politique, mais en tout cas, ça serait une autre discussion et je crains que la réponse ne soit pas courte. Pour ce qui est de Ouest France, je vais paraphraser François-Régis Hutin qui a généralement cette réponse, bon, qui date un peu, mais la réponse, bien sûr, c'est ça vous le diffusez pas. On a milité pendant longtemps et un peu dans le désert. J'en parle très facilement parce que j'y étais pas, mais de belle manière contre la peine de mort quand c'était vraiment pas populaire. Et là, on était de gauche. C'était les cathos de gauche. Moi, je me souviens, à Nantes, c'était Ouest France, c'est le journal des cathos de gauche. Mais les cathos de gauche, quand ils ont défilé avec l'appui certain de Ouest France pour l'école, alors là, je vous laisse libre, elle est privée, comme vous voulez, confessionnelle, là, c'était des cathos de droite. Donc j'ai l'impression que, globalement, on donne un peu la parole à tout le monde. Il y a certains sujets de société où on s'engage, mais c'est en lien avec ce qui est marqué au-dessus, c'est l'Exergue, c'est justice et liberté. On a plein de lecteurs qui ne supportent pas ce qu'on fait sur les prisons. Comment vous pouvez vous intéresser au sort des prisonniers alors qu'il y a tant de chômeurs ? Bon, c'est intéressant d'y répondre, mais là, on sera un peu long. Mais sincèrement, je ne vais pas vous faire le coup de ni gauche ni droite, mais c'est pas le but de Ouest France d'être à gauche ou d'être à droite. Il y a quelques engagements précis, mais pour le reste, après, il y a des journalistes qui ont la sensibilité de gauche, effectivement sans doute un peu moins qui ont la sensibilité de droite, mais ça c'est classique dans la presse. Et puis après, vous avez les éditoriaux. On a plusieurs éditorialistes, certains avec une sensibilité, d'autres avec d'autres. Moi, sur Hutin, j'entends tout, hein, que c'est un vieux réac, ou alors que il prêche pour un antilibéralisme forcené. Enfin bon, on entend tout. Après, chacun de se faire son opinion, mais dans les pages locales. Alors effectivement, quand vous, puis je vais faire court, c'est promis, mais quand vous êtes à Nantes, par exemple, et que le pouvoir, il est à Nantes aux mains du PS. Nantes Métropole, idem. Le Conseil général, idem. Le Conseil régional, idem. Comme c'est notre métier aussi de relayer leurs actions, c'est la moindre des choses. Et forcément, on ne va pas donner à chaque fois la même place à l'opposition. Ça ne serait pas très intéressant comme journal. Et ben, on donne l'impression d'être plus suiviste des pouvoirs en place. Mais ça, j'allais dire que c'est comme ça. Dans le Morbihan, on est les alliés de Goulard, indéfectibles. C'est-à-dire, il y a souvent ce genre de reproches, et puis voilà. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de mot d'ordre politique donné aux journalistes de Ouest France. Merci beaucoup. À bientôt.